Le Cercle des journalistes, votre émission d'analyse des faits politiques, économiques, sportifs et bien sûr sur le plan culturel et environnemental chez nous à Anéro, au Togo, en Afrique et dans le monde. Le Cercle des journalistes, votre émission. Mixtape Messiah. Mixtape Messiah. Amis auditeurs de la radio Delta Santé, bonsoir. Merci de choisir l'émission Le Cercle des journalistes de ce mercredi 17 octobre 2018. Nous avons déjà les confrères autour du plateau. On va souhaiter la bienvenue à Félix Anoum Savi. Bonsoir. Bonjour et bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Yves Akusson. Bonsoir auditeurs, auditrices de la radio-télévision Delta Santé. Merci d'être là. Nous allons dans cette émission parler d'une formation qui s'est déroulée le lundi et mardi au service des affaires sociales de Glidi autour du montage et de la gestion d'un projet. Il y a donc il y a eu beaucoup d'OSC qui étaient présents ou présentes, voilà, les organisations de la société civile. Démarrage également du recensement électoral dans la zone 2. C'est aujourd'hui justement. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a des informations qui nous viennent du Nord Togo, même d'Atapamé déjà, qui est compris dans la zone 2? Les bribes d'informations que nous avons, nous allons les partager avec vous. Mais à la veille, il y a le responsable ANC COSA qui a été sauvagement battu. Il s'appelle Passou Essowe. Nous allons en parler. La C14 continue d'appeler au boycott de ce recensement dans la zone 2. Donc la C14 est aujourd'hui en mode diplomatie. Pourquoi? Nous allons savoir. Alors, selon nos informations et les informations qui nous parviennent, et même dans le journal alternatif, le torchon brûlerait entre l'UNIR et son partenaire UFC. Pourquoi? Nous allons donc décortiquer cette information et situer donc l'opinion et nos auditeurs principalement, mais aussi nous aurons au téléphone, si tout va bien, le président du MMLK, le mouvement Martin Luther King, le pasteur Edo Komi, qui va se prononcer justement sur la qualification éventuelle du Togo ou non, et sur un plaidoyer qu'il fait à l'endroit des deux sociétés de téléphonie mobile au Togo en proposant un prix forfaitaire ou un prix en respectant un peu le prix de la sous-région ouest-africaine, notamment le Bénin, la Côte d'Ivoire, pour faire ce plaidoyer à l'endroit des deux téléphonies mobiles au Togo, parce qu'il estime que le forfait Internet au Togo est excessivement cher. Donc, nous l'aurons au téléphone. Et si, donc, d'aventure, nous avons d'autres informations dans cette émission qui vont tomber, nous allons les partager avec vous, notamment un grave incident dans la préfecture de Bamono que nous venons d'apprendre à l'instant même. Nous allons en parler. Des bergers qui ont macheté 3 éco-gardes dans cette préfecture. Voilà, donc l'information vraiment qui n'est pas du tout bonne, qui vient de tomber. Nous allons donc tout simplement décortiquer toutes ces grandes lignes-là dans cette émission, le cercle des journalistes. On va démarrer par... Et tu as oublié le sport. Le sport, justement. Nous allons parler sport. Éliminatoire CAN 2019 au Cameroun. Le Togo est allé arracher 3 points en terre étrangère, notamment à Banjul. En Gambie, c'était hier, dans la douleur. Mais le Togo y est arrivé. 1-0. Et 3 points, donc, s'ajoutent à 2, ça fait 5 dans cette poule. Nous allons tout dire autour de ce match, l'espoir, le désespoir, les attentes, les petits calculs qui se font autour du Togo dans cette poule. Et le Togo revient et qui fait déjà peur. Voilà donc, amis auditeurs, le sommaire de cette émission. Nous allons démarrer par la formation des ONG et associations sur le montage et la gestion des projets. C'est une initiative de RAP2S, c'est le réseau Afrique, partage, savoir, solidarité que dirige un vieil ami, il s'appelle Kostivi Seidoun. Et nous allons également écouter quelques acteurs qui ont pris part à cette rencontre. Bien évidemment, il y avait Dick, voilà. Qui était là. Je pensais qu'il allait donc arriver. Mais on va écouter ce reportage-là qui résume un peu les 48 heures d'activité.
Elles sont près d'une trentaine d'ONG et associations à bénéficier d'une formation en montage et gestion de projets les 15 et 16 octobre dernier à Anéro. C'est une initiative du réseau Afrique Partage et Savoir Solidarité RAP2S en partenariat avec le service de coopération et d'action culturelle SCAC de l'ambassade de France au Togo. Samson Zemelo, formateur. Comment écrire un projet bancable? Je pense qu'il y a plusieurs écoles, ça il faut le reconnaître tout de suite. Mais le standard minimum voudrait quand même que le projet soit l'émanation de la population bénéficiaire. Et pour ça, le responsable d'association ou la structure qui voudrait rédiger justement ce projet se doit, après ce constat, d'aller dans le milieu concerné par le constat pour d'abord vérifier si le constat est réel ou non. Et pour ce faire, il a besoin d'avoir une documentation sur le problème en question, d'aller rencontrer la population, essayer de les écouter, essayer également de faire une observation. Donc à partir de ces trois sources, nous pouvons également bien cerner notre projet et pouvoir mieux le rédiger. Et ici, il y a quelque chose de très capital qu'il ne faut jamais perdre de vue, c'est le contexte et justification du projet. Le monde est en perpétuelle mutation et tout avec. Il était important de mettre à jour. Il était important de mettre à niveau les acteurs des OSC, les organisations de la société civile, pour qu'ils sachent comment concevoir leur projet afin de bénéficier des financements auprès des bailleurs. Kosivi Sendeu, représentant RAP2S Afrique. Donc, constater que les OSC, partout en Afrique, ont du mal à rédiger des projets, à les concevoir. Et donc, ce qui fait qu'ils échouent souvent au niveau de demande de financement. Donc, du coup, nous avons contacté le SCAC, le service de coopération de l'ambassade de France au Togo. On a proposé ce projet de formation. Ils ont été d'accord avec nous et puis c'est ce que nous sommes en train de faire sur le terrain aujourd'hui. Nous étions premièrement à Lomé, à l'Institut français, puis à Palimé, à Dapan. Aujourd'hui, on est à Anéro. Et la semaine prochaine, nous serons à Sokoré et puis à Takpamé. Les participants sont heureux et déclarent avoir tiré meilleur profit de cette formation de 2 jours. Irène Afiananivi, ONG Académie Delta à Boudrafort. Sincèrement, c'est un grand plus que j'ai acquis ici. Et la formation s'est très bien déroulée et il y a eu plein de nouvelles connaissances acquises. Vraiment, c'est vraiment intéressant. Et le témoignage de la sœur Rolande Aziaka, vraiment c'est intéressant. Ça prouve que la femme peut tout. Là où l'homme est, la femme aussi peut être là-bas, c'est possible. Félix Amatutui de l'ONG Avotone. Nous avons suivi 2 jours de formation, de renforcement de capacité lié un peu au montage et aussi à la gestion comptable d'un projet, ce qui a permis d'avoir plus de notions en termes de conception, de voir tous les paramètres afin d'avoir vraiment un bon dossier pour pouvoir quand même soumettre des projets, afin que le bailleur digne de ce nom de financer le projet. À la fin, c'est vrai, il y avait cette motivation qui a permis quand même d'avoir une plateforme que nous avons déjà même donné le nom de ROMASC, ça veut dire Réseau des organisations de la société civile motivées pour une action commune, spécialement qui a vu le jour aujourd'hui. Voilà, donc hier, ce réseau a vu le jour très rapidement parce que les associations et les ONG étaient nombreuses à cette formation. Félix Anouk de Savi, l'ami Kosivi Sendeu, c'est un ami à moi. Moi, je connaissais depuis, il était même venu chez nous à la radio d'État Santé ici une fois. On a fait le tour de la ville, il a voulu connaître les méandres de la ville d'Anéro, on a fait un tour. Donc, pour cette formation, il a associé le réseau des journalistes communicateurs sur le handicap au Togo afin que nous puissions bénéficier nous aussi de ces connaissances-là. Mais ce qui est curieux, il a dit en début, donc en ouverture, il a dit j'ai voulu venir à Anéro pour donner cette formation parce qu'on pourrait aller à Thiévier et partout. Mais beaucoup lui ont dit que c'est à Anéro tu veux aller. À Anéro tu ne verras personne. Puisque ta formation, tu ne vas pas payer le déplacement. Tu ne vas pas payer les acteurs. Donc ils viendront fata et ils repartiront fata. Mais alors qu'en réalité, pour aller prendre une formation dans la rédaction de projet, c'est vous qui allez payer. C'est vous le bénéficiaire qui allez payer. Donc eux, l'ambassade, donc le SCAC a pris ce que nous devons payer. Nous, on vient seulement gratuitement. Donc des ONG qui sont installées à Anéro, dont le personnel se trouve à Lomé, sont venus. Et lui, il avait donc tout simplement voulu former 30 organisations de la société civile dans la préfecture des Lacs. Mais le premier jour, il y avait déjà 28. Et
il était tellement en joie qu'il a failli pleurer de joie, quoi. Donc vous comprenez que pour lui, la mission est atteinte. Donc des gens envoient de mauvais clichés sur Anéro, mais je crois que ce n'est pas ça. Non, mais c'est... vous savez, il y a des idées reçues sur Anéro, il y a des idées préconçues, et puis des fois aussi il y a des complexes. Il y a des complexes, des gens sont complexés par rapport à l'histoire de la ville, et à la population qui aussi a une gueule forte, qui parle beaucoup, et à beaucoup de gens qui sont allumés, originaires d'Anéro, qui n'ont jamais mis pied à Anéro, ou qui traversent Anéro seulement quand il y a des funérailles, mais qui parlent comme si ils connaissaient Anéro parce qu'ils portent un nom, de la ville. Voilà. Et il y a tout cela qui se fait que nous qui vivons, qui sommes nés et qui avons évolué et qui vivons à Anéro, nous sommes les seuls qui connaissons à peu près l'âme de la ville. Voilà. Ce qui fait que des gens réagissent de façon, maladroite et par rapport à la ville, sans connaître vraiment l'esprit ou l'âme de notre ville. C'est ce cas-là qu'il a constaté. Il fallait peut-être poser la question à Tony pour voir si réellement, dans les conditions qu'il faut, et est-ce que cela va se réaliser. Et Tony va lui expliquer clairement ce qu'il a vu. Mais quand ils sont loin, et ils partent de la ville, très souvent, ce sont des clichés qu'ils transmettent à ceux qui veulent venir dans notre ville. Les gens disent que, Anéro, rien ne se fait en bien. Dès que vous avez un projet pour Anéro, on dit, ça ne réussira pas, parce que c'est Anéro. Voyez-vous, et il y a tout cela, et nous avons, le devoir de lutter contre ces clichés, et surtout d'expliquer et de prouver le contraire de ce que les gens pensent négativement de nous. Alors, Yves Cusson, c'était quand même important que nous puissions, ou les ONG, associations des lacs, puissent maîtriser ou apprendre les nouvelles donnes. Donc, de la façon dont on peut concevoir un projet et bien le gérer. Parce que je comprends pourquoi est-ce que j'ai perdu tous mes encres. Alors, nous avons tellement écrit de projets, on ne finançait jamais. C'est au cours de cette formation que nous avons appris qu'en réalité, il ne suffit pas de créer une association et commencer par écrire un projet. Il faut donc un processus à suivre. Et il nous disait qu'il faut d'abord avoir le récépissé de l'État togolais. Ensuite, il faut disposer d'un siège. Et si vous ne l'avez pas, ne croyez pas que certaines associations, certains bailleurs viendront donc vous financer ensuite. Et après, ils ont dit qu'il faut faire l'AG. Normalement, en tout cas, c'est grâce à l'AG qu'on a un bureau. Voilà. Ils disent également que nous confondons souvent l'AG, les membres du bureau, et le bureau directeur. En réalité, les Blancs, ils ne viennent pas pour dire association X, président, trésorier, et le trésorier va commencer par décaisser l'argent. Non. Ils disent que cette association est déjà constituée, c'est comme un conseil d'administration. Il appartient maintenant à l'association de recruter des gens qu'ils vont payer, qu'ils vont mettre au siège, et ces gens seront les exécutants des projets. Donc, vous pouvez avoir un directeur de projet, vous pouvez avoir un secrétaire caissier et un responsable suivi évaluation. Comme ça, les Blancs savent que quand nous allons envoyer l'argent, ou les bailleurs, pas forcément les Blancs, eh bien, l'argent va tomber dans de bonnes mains. C'est ça. Et que ce ne soit pas les amis de l'association qui se partagent cet argent-là pour pouvoir financer. Ensuite, il faut disposer d'un plan d'action, disposer donc d'un rapport financier, tout et tout. Voilà, tout ça, tous ces paramètres doivent jouer. Et si jamais vous avez déjà exécuté quelque chose, même peut-être avec une association qui a bien voulu fermer les yeux sur ça, dans votre rédaction, vous dites que oui, entre-temps, j'ai travaillé avec l'association Y pour pouvoir former ou pouvoir exécuter tel projet. Et nous avons reçu la visite de telle personnalité ou de telle personne. Nous avons aidé telle population en nombre, en quantité et en qualité, quoi. Donc, voilà des informations qui étaient quand même capitales. J'étais tellement très content d'avoir cette information. La conception des projets, c'est ça ce qui nous manque ici à Anéro. Beaucoup de jeunes se disent on va créer une association, écrire des projets, mais on n'a pas l'art de l'écriture.
Si aujourd'hui, cette association est venue nous aider, je crois que c'est à la bonne heure. Nous sommes tous fiers que cette fois-ci, Anéro n'est pas oublié. Nous avons beaucoup d'atouts au niveau des lacs ici. Moi, je me dis toujours que je crois que plusieurs années d'indépendance, on n'a pas de pisciculture à Anéro ici. D'aquaculture, de pisciculture et autres là. Donc, si les jeunes qu'on a formés là-bas, les ONG qu'on a formés là-bas peuvent, n'est-ce pas, après ces formations, peuvent nous écrire d'ici 6 mois certains projets qui peuvent apporter de l'argent et de certaines expertises dans les lacs ici, ça nous fera plaisir. Voilà, les organisateurs, les formateurs ont donné un conseil. Voilà, c'est ce conseil-là qui a amené à la création de ce réseau dont a parlé l'interviewé tout à l'heure. Voilà. Mais ils disent que ça doit être un consortium. Donc, consortium d'ONG des lacs qui se proposent peut-être ensemble de créer un projet et de le soumettre ensemble. Que habituellement, on a constaté qu'à Anéro, on aime trop l'individualisme. C'est ça. Parce qu'on a été trop proche des Blancs, premièrement. Donc, on pense que je vais le faire en cachette, c'est pour moi seul. Et les autres, qu'ils se débrouillent. Mais si vous avez des canevas, des bailleurs, des gens qui peuvent éventuellement vous financer, si vous n'êtes pas dans ce domaine qu'on veut financer, et que vous connaissez une autre association qui est dans ce domaine, ben pourquoi ne pas l'appeler? Faisons-le ensemble. Et s'il y a des dividendes, eh bien, on se le partage, quoi. Oui, Tony. Oui. Mais tu sais, d'abord, j'aimerais dire à Yves Akeson que à Glindji, désormais, il y a un grand projet d'aquaculture. C'est bien. Et dirigé par la famille Bossou, qui a transformé le site où on puisait du sable à côté donc du cimetière. Du cimetière, oui, c'est immense. Ils sont reconnus par l'État. Et je crois que même le service des pêches visite le coin. Donc, bref, plus au moins à ce niveau-là, ça. Donc ça marche déjà. Il y a des albins, tout. Oui, mais il y a même des gros poissons dedans. Déjà. Mais c'est ça ce que nous voulons dans les lacs, parce qu'on ne peut pas vivre dans les lacs et puis acheter des poissons, c'est des denrées rares et c'est difficile d'en trouver. Mais je crois que ça tombe bien, Yves, Félix et moi, vous vous rappelez de ce course contre la montre qu'on avait faite dans la préfecture où les gens, ils s'en vont, ils sortent du sable, ils pompent et puis après ils disent ils vont faire la pisciculture. Ils ne le font jamais. Au moins la famille Bossou l'a fait. Oui, c'est ça. Mais bravo. Bien. Bravo. Ok, merci bien. Et ensuite, il y a un grand problème dont nous souffrons, c'est que par rapport au projet, on a l'impression que les gens créent des associations juste pour avoir de l'argent et non pas pour le développement. C'est aussi... Tu l'as dit, parce que les formateurs ont dit on ne crée pas une association ou une ONG pour se faire de l'argent. C'est pour aider la communauté. Je n'étais pas là, mais si j'y étais, vous allez croire que c'est... Mais c'est l'idée que moi j'ai. Et quand les gens créent, les gens se disent... Parce que c'est venu comment? Dès les années 90, après le vent de la démocratie, les Européens avaient refusé d'envoyer de l'argent directement aux États. Parce que les États, ils voient que quand on leur envoie de l'argent pour le développement, et ça rentre dans les poches des barons. Des détournements. Oui, et sont détournements. Et ils disent maintenant que désormais, créer des associations, nous allons vous aider. Et on sait que l'argent ira directement à la base. Et vous verrez qu'avec le Premier ministre Kofigo, en son temps, mais c'était, disons, la course poursuite pour celui qui va aller déposer son projet pour qu'on puisse le financer, parce que l'argent est là. Et ils ont fait ça pendant un certain temps. Ils ont vu que non, en réalité, les gens, ils se foutaient de la gueule pas mal des Blancs. Ils prenaient cet argent-là. D'accord, on y va. Voilà, tu gardes tes idées. On va d'abord recevoir le président du MMLK, Pasteur Edo Komi. Bonsoir, président. Oui, bonsoir, TDS. Bonsoir aux auditeurs, auditrices et bonsoir à tous les confrères qui sont avec vous là-bas. Voilà, merci vraiment de nous faire confiance et de nous joindre dans cette émission. Nous avons voulu savoir, président du MMK, Mouvement Martin Luther King, pourquoi est-ce que depuis quelques moments, vous dites partout où vous passez
que vous n'aimeriez pas que l'équipe nationale du Togo soit qualifiée pour la phase finale de la CAN 2019 au Cameroun? Merci pour cette ligne cette fois-ci. Ça fait longtemps que je ne suis plus dans votre studio, mais ça sera fait bientôt. On l'espère. Ça sera fait bientôt. Écoutez, ce n'est pas moi personnellement, Pasteur qui dit, ce n'est pas le mouvement matin intellectuel qui dit, mais en fait, c'est le constat général, vous savez, les différentes participations des étrangers à la CAN, mais d'ailleurs à la Coupe du Monde, n'ont été que frustration, n'ont été que désolation, n'ont été que des crises cardiaques pour les sportifs, les amoureux du ballon rond. Donc nous estimons que le comble, c'est la dernière participation du Togo à la CAN, Gabon 2017. Et vous savez tout ce qui en est sorti. Et aujourd'hui, nous sommes là en train de parler des 600 millions qui sont portés disparus. Oui. Heureusement que le mouvement mathématique a pris soin sur lui de veiller à ce que la lumière déjà existe à faire. Et aujourd'hui, je crois que nous commençons à avoir 8 millions d'espoirs sur les 600 millions. Je ne peux pas en parler plus au téléphone, mais c'est en studio. Donc il y a déjà, suite à cette audit dont le rapport est rendu public déjà, on a des noms, des gens qui ont à justifier, ont à rembourser un certain nombre de fonds. Donc c'est pour dire que le Togo, il faut des états généraux du football togolais avant que les éperviers n'aillent encore à une compétition internationale. Parce que ils nous ont tellement honnis, et la fédération et le ministère et tous ses associés nous ont tellement honnis. Et quand il s'agit d'une compétition de la CAN, les gens en trouvent bon gras et que c'est tellement que chacun peut en prendre une partie. Et donc les gens jubilent, les gens jouissent tellement que les fonds du contribuable, les fonds du peuple togolais sont toujours rentrés dans les fonds des gens. Donc nous estimons qu'il faut éviter ce genre de spectacle désolant pendant les différentes compétitions africaines, notamment la CAN, et que raison pour laquelle, pour nous, les étrangers ne doivent pas aller au Cameroun. Et d'ailleurs, je crois que les faits sont là, ils sont à la 3e position aujourd'hui, et ils sont loin d'être qualifiés. Et nous ne souhaitons pas que les étrangers soient qualifiés une fois encore. Eh bien, est-ce que c'est tout le peuple qui le souhaite? Et puis, est-ce que vous pensez que les autorités togolaises sont véritablement dans votre vision? Puisque c'est une question d'honneur. Les togolaises, eux sont en charge de la gestion de ce pays. Ils ne peuvent que accepter que les étrangers, eux, ils ne peuvent vouloir cela. Mais écoutez, je crois que Tony, vous savez même bien que les autorités, c'est elles qui sèment le bordel dans cette affaire. C'est elles qui gèrent la nation, c'est elles qui gèrent de toutes les façons. Le fait qu'il ne s'implique pas dans la Fédération togolaise de football, c'est elles qui gèrent, c'est elles qui sont au sommet. Ils dépendent d'un ministère de tutelle. Et vous savez tout le bordel qui s'ensuit. Bon donc, on ne peut pas admettre que dans un pays normal, ce genre de choses se passent. Donc pour nous, mouvement mathématique, tous les Togolais, des milliers de Togolais, ne veulent pas que les étrangers soient qualifiés encore. Parce que tu savais, quand nous sommes qualifiés, c'est des frais qu'on impute, c'est des prix qu'on augmente, c'est des frais qu'on impute aux contribuables, que ce soit les prix de carburant, que ce soit le prix de ciment. Et dès que les compétitions finissent, on ne diminue jamais. On continue sur le rythme de l'augmentation. Donc, en Togolais éclairé, en Togolais, en citoyen, en bon citoyen, il faut revoir la maison, il faut balayer la maison, il faut nettoyer la maison. Il faut donc permettre à ce que les états généraux de football s'imposent et qu'on puisse savoir qui fait quoi, qu'on ne retombe pas dans les travers du passé. Mais les 600 millions, j'avoue que la lutte continue et que désormais, aucune compétition continentale, aucune compétition à laquelle le Togo va participer ne pourra plus présenter ce spectacle désolant que nous avons eu par le passé. Alors, président du MMLK, Pasteur Edo Komi, vous avez également touché du doigt un problème très sensible au Togo. C'est le prix très élevé donc du coût des forfaits Internet. Et vous êtes en train de faire un plaidoyer que vous proposez aux 2 opérateurs de téléphonie mobile. Qu'est-ce que vous leur soumettez exactement? Oui, vous savez, le mouvement matériel, nous sommes une association des droits de l'homme, donc des droits des consommateurs. Au même moment, nous intervenons souvent sur ce sujet de communication. Vous savez,
Madame Sina Lasson a reconnu tout récemment que la communication est très chère au Togo. Nous l'avions toujours dit, on ne nous a pas cru, on ne nous l'accordait pas, mais désormais c'est officiel que la communication est chère au Togo. Et Togo c'est le pays, le seul que nous n'avons que 2 opérateurs de téléphonie mobile, Togo c'est les Move, alors qu'ailleurs c'est la concurrence, il y a 3, 4, 5 opérateurs de téléphone. On nous a promis le 3e opérateur qui n'est jamais venu. Donc c'est les deux opérateurs qui se partagent le monde de téléphonie mobile et ils en Suisse et ils en font de bénéfices colossaux. Mais au détriment des consommateurs. Vous prenez, je retenez ceci. À Abidjan, la dernière fois quand je suis allé, j'ai pris 900 francs pour avoir 2 gigas. Retenez bien ceci. 900 francs pour 2 gigas. Est-ce que vous êtes à l'écoute? Je suis à l'écoute, président. 900 francs pour 2 gigas. Pour toute une semaine, j'ai travaillé fatigué, j'ai téléchargé, et à ce temps, il en reste encore. Voilà, c'est comme ça la communication. C'est comme ça la communication est moins chère dans les pays. Mais chez nous, pour avoir 1 giga, il faut débourser 5 000 francs. 5 000 francs. Contre 900 francs. Contre 900 francs en Côte d'Ivoire. Contre 900 francs en Côte d'Ivoire, écoutez, ceux qui sont, les auditeurs ils sont là. Est-ce qu'ils nous écoutent? Président MMLK. Pour nous, ce n'est pas normal. Mais quand vous prenez Togocel, j'envoie des messages de Togocel à Togocel, on me connaît 20 francs. Mais ce n'est pas normal. Ailleurs, c'est gratuit. Messagerie, c'est la messagerie parce que nous sommes des partenaires. Nous sommes des clients, nous sommes des partenaires. Mais dans ce partenariat, seul Togocel et nous gagnent. Nous perdons. Donc c'est un partenariat gagnant-perdant. Mais pour nous, mouvement matériel et technique, il faut que le partenariat soit gagnant-gagnant de toutes les façons. Dans le cas échéant, nous ne sommes plus considérés. Nous ne sommes plus dans un partenariat. Là, c'est la loi de la jungle. C'est unilatéral. Alors nous estimons que, par exemple, SMS, il faut que ça soit gratuit. Quand j'envoie un message de Togocel à vous, on me prélève 50 francs. Ce n'est pas normal. Ailleurs, c'est 10 francs. Ailleurs, c'est 20 francs. Mais vous comprenez avec moi. Donc, pour nous proposons quand même qu'on revoie le tarif forfait à la baisse. Quand vous donnez 50 francs au moins, vous avez 100 mégas. Et quand vous donnez 1000 francs, vous avez au moins 1 giga. Et quand vous donnez 5000 francs, vous avez au moins 4 à 5 gigas. Là, on n'est même pas encore près de ce qui se fait ailleurs. Mais juste pour dire quoi, de bosser la bouffe que pendant des années, ils ont fait des bénéfices énormes sur nous. Mais cette fois-ci, nous sommes des partenaires. Il faut qu'ils nous mettent en confiance. Parce que c'est nous qui déboursons de l'argent. Et aujourd'hui, dans les villages même les plus reculés, chacun veut avoir un forfait au moins de 200 francs. Un forfait de 200 francs au moins pour faire un vocal, parce que c'est ça qui est à la mode. C'est à cela que nous sommes habitués aujourd'hui. Mais vous convenez avec nous, ce plaidoyer, nous allons le faire, nous avons déjà envoyé des courriers. Comme nous l'avons publié, nous avons envoyé ce conseil à MOVE, au ministère de l'économie numérique, à la RTP, et puis au gouvernement, à certains membres du gouvernement, pour leur dire assez. Mais c'est assez là, il faut quand même qu'on nous allège la tâche en matière de communication, et que depuis nous attendons un 3e opérateur qui va venir jouer le rôle du 3e larron. Alors, merci, Président. C'est vrai que dans cette émission, le cercle des journalistes, on en parle tout le temps. La communication qui est excessivement chère au Togo. Alors, vous avez aujourd'hui un message avant de vous libérer parce que vous avez beaucoup de sujets que vous avez abordés tout au long de votre vie et surtout dans la vie de MMLK. Mais on espère vivement vous avoir en studio pour aborder donc tous ces projets et tous ces secteurs que vous touchez du doigt très rapidement et individuellement. Alors, maintenant, est-ce que vous avez un message à l'adresse de nos auditeurs qui vous écoutent et qui savent que parfois, je l'ai dit quelque part, vous donnez de l'insomnie à ceux qui ne respectent pas les desks en droit de l'homme? Non, vous savez, c'est un plaisir pour moi. Je salue tous ceux qui sont au studio avec vous. Je salue les auditeurs et les auditrices. C'est pour leur dire que la prochaine fois, nous serons là. Nous allons débattre des choses qui concernent les citoyens togolais. C'est ça notre rôle, la société civile. Ce qui touche aux besoins immédiats des Togolais. Et je vous avoue que ce sera un plaisir d'être au studio. Ce sera un concours spécial à tous les auditeurs et les auditrices. J'espère quand même que la prochaine fois nous serons en live et nous allons leur répondre de toutes leurs préoccupations. Merci Tony pour la confiance. Je crois que vous faites un boulot énorme avec les confrères là-bas. Et j'avoue quand même que
Amen. C'est nous qui vous remercions, pasteur Edo Komi, président du MMLK. Il était à l'instant au téléphone qui nous donnait beaucoup d'explications sur les propositions qu'il a eu à faire par rapport peut-être par rapport à l'achat des forfaits Internet au Togo. Je ne sais pas si Yves, tu l'as déjà. Moi, je l'ai devant moi. Félix de Savie, je ne sais pas, tu l'as. Justin, je crois que tu l'as déjà. Et ce qui est important, il dit qu'il a envoyé ses propositions aussi bien aux 2 opérateurs de téléphonie mobile au Togo, au ministère de l'économie numérique qui gère le domaine et à l'RTP qui s'occupe également de la télécommunication au Togo. Ce n'est pas la première fois que nous abordons ce sujet dans l'émission Le Cercle des journalistes où nous disons qu'au Bénin, les gens dorment parce qu'ils se lèvent à tout moment, ils peuvent appeler. Mais ce qui est encore dommage au Togo, je ne sais pas si le pasteur là va l'aborder avec Madame Sina Lawson et les 2 opérateurs économiques, c'est que quand vous achetez le forfait Internet et que vous n'avez pas fini de l'utiliser, vous avez un délai. Le délai est expiré. Si même vous avez plusieurs quantités de mots, vous l'arrachez. Vous ne l'avez plus. Non, et quand vous rachetez un autre forfait, on ne vous le retourne pas non plus. Non, mais là, c'est encore bien. Il y a même une autre situation. C'est parce que c'est laquelle vous payez pour, disons, utiliser. Vous n'utilisez pas. Vous voulez être connecté. Vous verrez que votre comment dit ça, appareil RAM, ça tourne. Voilà, je crois, voilà, donc c'est bon maintenant. Et vous verrez que votre appareil, le mécanisme tourne. Vous n'avez pas à consulter, vous n'arrivez pas à consulter. Et pourtant, votre forfait est complètement vidé dans l'appareil. En dehors de ça, ce que Yves est en train d'expliquer, Tony, c'est que vous payez, disons, 1000 francs. Vous avez utilisé 200. Et à peine avez-vous fini d'utiliser les 200 francs que on dit le délai s'est expiré. Donc, au lieu seulement de couper la communication et de garder l'argent, la somme dedans, comme on le fait au Bénin, si vous rachetez un autre forfait après 2 semaines, 1 semaine, 3 jours, même 6 mois, on ajoute automatiquement ce que vous avez payé sur ce qu'il y avait dans l'appareil avant. Mais au Togo, ce qui est bizarre, on vous arrache ce que vous aviez parce que vous ne l'avez pas consommé. Mais c'est pas normal. Ce que j'ai payé est à moi. Si le délai est expiré, vous me coupez, mais vous n'avez pas le droit de prendre ce qui est à moi dans mon appareil. Non, au Togo, ce qui est passé est passé, ce qui est fini est fini. Non. Ah, mais c'est ça, c'est réalité. Non, c'est pour dire que nous ne sommes pas dans un pays normal. Yves souffre de le dire, je souffre aussi de le dire, mais qui me permettent quand même de pouvoir le reprendre. Mais c'est pas bien. Et il y a encore autre situation. Que ce soit Move ou Togocel, il y a des moments où mais vous n'avez même pas, vous avez le réseau qui est plein, vous appelez, on vous dit que votre correspondant, il y a une dame qui parle, une demoiselle qui parle là-bas, que comment, il dit quoi même, il dit, votre correspondant est provisoirement inaccessible. Ou bien n'est pas disponible. Ou bien n'est pas disponible. Mais vous avez quand même l'internet, vous avez la tout, connectivité. Mais quand même. Voilà, on va souhaiter la bienvenue à 2 confrères. Justin Lani, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Marcel. Tu as fait bonsoir un bon voyage? Oui, ça va. D'accord. Bonsoir à tous les confrères. Bonsoir à toutes et à tous. Allez, on va souhaiter la bienvenue à notre confrère Atta Foli. Bonsoir Atta. Oui, Tony, bonsoir. Bonsoir à tous les confrères et bonsoir à l'audimat. Je te donne la parole tout de suite. J'espère que toi, au moins, quand tu envoies SMS de Togocel à Togocel, on ne te soutient pas de l'argent. Parce que le pasteur lui propose que ce soit gratuit entre même réseau. Et donc, quand tu es à Togocel, ton correspondant à Togocel t'envoie au moins le SMS que ce soit gratuit. Mais au Togo, c'est 20 francs. Mais tu sais très bien que quand tu veux envoyer un SMS de Togocel à Move, c'est 50 francs. Mais Tony, le souci, le pasteur a pratiquement brossé le problème. Vous voyez, au Togo, je l'avais dit l'autre fois, c'est comme nous manquons d'intelligence.
Tu penses en matière économique, nous ne sommes pas politiques. Hein? Oui. C'est-à-dire tout le système est délabré. Et donc, rien ne bouge. Tout le système est décousu. Il faut le reconstruire. Et qu'est-ce qu'il faut? Je le dis souvent que les questions politiques ne m'intéressent pas. Là, nous sommes dans le social. Oui, mais le social, le social, le culturel sont l'apanage, hein, si on peut le dire, du politique. Lorsque le système politique ne bouge pas, tous les autres systèmes, tous les autres contours sont automatiquement désuets. Merci à ta folie. Alors, Justin Nani, vous estimez que c'est le bon rôle que joue la société civile à travers le MMLK, puisque la politique ne peut pas tout faire à la fois. Et quand la politique s'aventure sur le social, on dira qu'il se substitue donc à ceux qui sont activistes donc, dans ce domaine-là. Mais aujourd'hui, au Togo, est-ce qu'on peut dire et reconnaître à ta folie que c'est de l'inintelligence aussi dans ce domaine, puisqu'on sait que en fait, ce n'est pas de l'inintelligence, mais on profite au maximum sur le peuple, sur le dos des pauvres citoyens que nous sommes en fait. Je pense que vous avez posé une problématique qui mérite des réflexions, à mon sens. Parce que quand vous introduisez et vous parlez de la société civile, et au même moment, vous vous interrogez ou vous reposez la question sur l'intelligence même des acteurs, je pense qu'il y a problématique. La première peut-être solution ou tentative de solution à trouver, c'est d'orienter le débat vers ce que c'est que la société civile. Une société civile responsable joue le rôle de l'éveil des consciences et l'éveil même des peuples, des populations, pour ne pas dire de la nation. Maintenant, lorsqu'on voit dans une société civile, enfin, une organisation qui se dit société civile, mais qui soutient le gouvernement dans ces dérapages, là, vous allez vous interroger. Maintenant, par rapport à la conscience, ou la prise de conscience, ou le rôle d'éveil, on ne peut pas comprendre qu'aujourd'hui, tel que vous l'avez dit, tel que le débat est lancé, qu'on se retrouve là. Et je rappelle que dans la sous-région ouest africaine, parlant de la CEDEAO, peut-être qu'on va revenir également sur le débat de la CEDEAO aujourd'hui, le Togo est le seul pays où non seulement la communication est chère, avec tout ce que vous connaissez, avec ses couleurs, mais c'est également un pays où on pille, on vole à ciel ouvert, on gaspille les deniers publics et tout ce qui engrange ce qu'on peut appeler la mauvaise gouvernance. Et à partir de là... Est-ce que vous avez vu quelqu'un voler? On n'a pas de preuves sur personne. Attention, le chef de l'État a dit qu'il y a une minorité qui prend le loisir, la richesse du pays. Vous connaissez un nom de cette minorité? Non, on n'a pas de preuves. Donc je dis que si le chef de l'État qui est le mieux informé, parce que quiconque dans la on attend que le chef de l'État nous donne des noms. Mais s'il ne donne pas de nom, moi je suppose peut-être qu'il fait partie de cette minorité-là. Merci beaucoup. Alors, Yves Cresson, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui pour Atafoli, qui a soulevé une problématique assez délicate, que c'est l'inintelligence dans ce domaine-là? Et moi je pense, ou bien nous pensons que peut-être c'est fait sciemment, ils sont intelligents de ruiner carrément la poche des pauvres Togolais. Quand le président du MMLK l'a évoqué, quand nous prenons l'essence, parfois, le Togo diminue le prix quand il le faut. Parfois, le Togo diminue le prix quand il ne faut pas, on applaudit. Mais quand il ne faut pas augmenter, le Togo augmente. Et après, on dira que c'est la Banque mondiale qui nous a poussé à le faire. En réalité, ce n'est pas ça. Même si le baril de pétrole diminue ailleurs, le Togo, lui, il augmente. Bien, ça c'est un. Il a abordé la téléphonie mobile. Ça coûte excessivement cher au Togo, on en parle tous les jours. Quand, toujours dans le social, quand le Togo peine, et les Togolais peinent à manger, au Bénin, d'à côté, la dernière fois, c'est le gouvernement qui est monté au créneau dans son conseil de ministres pour fixer la caution du loyer à 3 mois. Les Ibo, les Libanais qui débarquent au Togo payent 2 ans, 3 ans. Et on impose ça aux pauvres Togolais qui n'ont pas un salaire qui atteint même le SMIC. Que faire? Vous saviez, Tony, vous saviez, c'est le paradoxe que nous vivons au Togo. Parce que tous ceux qui savent qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, comme le pasteur l'a dit tout à l'heure, 2 gigas coûtent
900 francs CFA et au Togo, c'est 5000 francs CFA. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça fait 4100 francs de plus. Alors que nous sommes mal payés au Togo. C'est le paradoxe. Ils sont mieux payés que nous. Ils sont mieux payés que nous. C'est le paradoxe. Les Ivoiriens sont mieux payés que nous, mais au niveau de la communication, la cherté au Togo dépasse plus de 5 fois celle de la Côte d'Ivoire. C'est bizarre que nous vivons dans cela. Mais... c'est pas 5 fois, hein, ça fait 9 fois. Hein. 2 gigas, ça fait 900 francs CFA et puis... Oui, c'est 2 gigas, c'est 1 giga qui est 900. C'est 2 gigas. D'accord. Okay. Donc, c'est pour cela que je dis que le Togo doit revoir sa copie en matière de gestion de la société et en matière aussi de la gouvernance, parce que si on parle de l'inintelligence, c'est une réalité. Parce que aujourd'hui, nous savions qu'il y a l'Internet, l'information qui passe au Togo, ça peut passer un peu partout. Ce qui se passe au Bénin, nous sommes à côté, ça se passe ici. Mais les mêmes choses. Hein? C'est bizarre que les Togolais prennent, ceux qui sont à Néo, prennent Zemidian pour aller faire de l'Internet au niveau de Hirakondi. Et c'est parce que la cherté de notre communication pousse les Togolais à aller vers les frontières. Même à Lomé, il fut un temps, c'est tout le monde qui vous prenez votre PC, vous allez au niveau d'Aflaou et puis vous sortez, après vous revenez à la maison. Donc cela fait de sorte que ceux qui sont très proches des frontières, et nous avons nos économies qui s'évadent comme ça dans ces pays-là. Il faudrait que l'intelligence nous oblige à ramener les prix au même que ceux-là qui nous entourent pour que les Togolais restent et vivent aisément dans leur communication. Merci. Oui. Donc, quand vous vivez à Niro, vous pouvez vous acheter les puces du Bénin. Quand vous vivez à Tiémé, à Gomeseva, Toum, Dado, à Klakou, à VV, à Damé, Ketao, Kemerida, vous achetez directement les puces Pessaré. Et quand vous êtes dans le fond de Guérenkoukala, vous pouvez acheter donc les puces du Ghana. Vous êtes à Dani, vous achetez les puces du Ghana. À Lomé, ainsi de suite. À Lomé, les gens achètent beaucoup les kits du Ghana. Je crois comme tu dis, nous perdons de l'argent. Nous perdons de l'argent. Si vous calculez cela au niveau de Lomé, la population de la densité. Ceux qui sont à l'intérieur du pays, c'est eux qui souffrent. C'est-à-dire que dans l'intérieur même. Voilà, dans l'intérieur même. Le Togo, c'est un petit triangle un peu à côté. Et puis vous voyez, même au niveau d'Atapamé, si vous allez au fond, vous allez vers d'autres frontières. Oui, quand vous allez à Kolokopé, à Elavagnon, Kamina, tout ça là, sont proches de Kambolé, Kosuntu, qui sont proches du Bénin. Voilà, donc tout cela, nous perdons cela. Et cela veut dire que s'il y a l'intelligence, on devrait tout faire pour ramasser, canaliser cela pour que l'argent, la fuite que nous avons de nos ressources reviennent dans nos pays. Donc il faudrait que ces sociétés de téléphonie mobile revoient leur copie. Mais ces sociétés n'ont pas vu ça. Elles font allègrement beaucoup d'argent, beaucoup de milliards au Togo. Oui, qu'est-ce que ça fait? Vendre de l'air. La fois dernière, on a vu au niveau de la France, la personne, c'est la téléphonie mobile Free qui dit: moi, je suis en train de vendre de l'air parce que Orange est en train de dire que Free est en train de diminuer le prix d'une manière vertigineuse. Ça fait chuter leur économie. Mais Free a dit, en réalité, c'est vendre de l'air. Et c'est des machines qui coûtent cher et le personnel. Si nous avons un peu de bénéfices, ça nous suffit déjà. Donc cela, c'est pas la magie. C'est une société de téléphonie mobile d'Angleterre qui est venue s'installer en France. C'est l'Union européenne. C'est dans le Schengen. Dans le Schengen. Non, mais ça, ils ont démontré A plus B que si les gens payent chèrement la communication, c'est du péché. Et il y a également une compagnie d'aviation, une compagnie aérienne de l'Angleterre. Ils appellent ça C1 ou bien One Day. Là, ils ont fait une publicité autour en temps. Je ne vais pas faire de pub à cette société qui vend le billet d'avion extrêmement moins cher. Voilà. Que les gens prennent maintenant à gogo en France. Voilà. On oublie même Air France et tout. Voilà. Oui, mais moi je reviens plus proche de chez nous, au Togo. Et voyez-vous, nous sommes à Ného. La chance que nous avons au niveau de notre pays, et les frontières ne sont pas, comment on dit ça,
ne sont pas imperméables, les frontières physiques ne sont pas imperméables aux ondes. Ce qui fait que nous avons à Ného presque tous les fonctionnaires ou tous les salariés ou tous les débrouillards qui sont au niveau de la ville et proches de la frontière ont le kit MTN. C'est de la pub. Non, une puce béninoise. Non, bon, pour ne pas en parler, mais c'est ça. Pourquoi? Et comme Yves le dit, c'est quand même des manques à gagner pour le Togo. Et les gens préfèrent bon, cette société-là, béninoise, est sur 4G. En plus, payer là-bas 1000 francs de crédit. Vous allez communiquer entre vous. Le problème, c'est que c'est d'avoir un réseau. Si vous avez tous la même puce, le même réseau, le même opérateur, ben, vous parlerez avec 1000 francs fatigués. On vous donnera encore même des bonus sur ça. Voilà. Mais qu'on dit ça, l'information vient très vite. Si vous êtes sur MTN, aujourd'hui, si vous êtes sur Internet, vous verrez que la circulation de l'information est très rapide. Merci. Alors, nous avons tout entendu et nous savons aujourd'hui que les Togolais, tous sont devenus aujourd'hui journalistes sportifs. Pourquoi je le dis? Vous êtes au téléphone. Oui, il va que sortir où? Est-ce que tu vas arriver à l'émission? C'est Tony. Tu arrêtes. Parce que quoi? On a perdu des unités. Bien sûr. Oui, Tony, il y a un élément sur lequel je voudrais revenir. C'est la fibre optique. La fibre optique a été installée en tout temps au Togo. Et après, le sud de lac, le ciel, c'est à Filignan. Et la fibre sert à quoi? Ça sert en principe à ce que nous puissions avoir un haut débit. Une fluidité dans la communication et par rapport à Internet, par rapport à. Surtout donner le haut débit. Le haut débit. Mais quel haut débit avons-nous? On a l'impression que la fibre optique est venue même pour alourdir ce débit-là qui est très lent. Et ce qui m'a encore chagriné, dans notre ville à Ného, on a d'abord cassé à droite de la ville, de bout en bout, pour dire on fait fibre optique. Et ça, tu l'aimes pas du tout. Et après quelques mois, on a dit, bon, la droite là, c'est pas bien. On casse à gauche. Toute la ville. Et on les a alors qu'il y a la double voie qui sera bientôt en construction. Voyez-vous. Donc si c'était bien réfléchi, si c'était un pays que souhaite Yves Akesson, ce serait le milieu où on a fait le béton des deux boulevards, on met la ligne là-bas et quand on va dévier, on dévie juste dans la largeur quelque part. Non, mais c'est-à-dire, c'est bizarre quoi. Et on a dépensé des milliards pour l'histoire des fibres optiques et on en est là. Maintenant, on nous dit qu'il y a certaines villes qui bénéficient de la fibre optique. Il faut aller par ville pilote. Et aujourd'hui, ce sont des villes pilotes. Les réseaux Wi-Fi publics là. Oui, mais on en a un erreur. Les réseaux Wi-Fi est-ce qu'ils fonctionnent maintenant encore? Si vous l'avez pas posez-vous la question. Si on ne l'a pas entretenu, peut-être que la mer est passée par là. Ça fonctionne de façon par intermittence, mais ça fonctionne quand même. Avec Togo Télécom, je crois que c'était un bon projet de Togo Télécom. Oui. Malheureusement. Oui, ça fait Togocom. Comment est-ce que on ne va pas revenir sur ce cas-là où une structure qui crée de l'argent, qui est là proprement, et des milliards disparaissent, on ne met personne en prison. On sait qui a fait disparaître des milliards, on voit clairement, on en discute, et après, on dit bon d'accord, bon, fermez la page, et on continue. La vie continue. Et des milliards comme ça disparaissent. Et après, on dit donc, et comment il se fait que, et nous sommes tous, on va faire une union, et Togo Télécom et Togocel vont se mettre ensemble. Mais est-ce que Togocel est une structure étatique ou privée? Quoi, Togocel? Oui, c'est étatique. C'est étatique. Oui, Togocel est le garçon. Puisque le Togo cellulaire est le garçon de Togocel et Togo Télécom. Donc c'est Togo Télécom qui a fait naître donc Togo cellulaire. Et alors l'étranger c'est Move, comme vous le savez. Alors
Oui, non, ok, le temps s'en vas-y, va. vas-y, je vais pas. On va, Oui, on va puisque tu continuer. as abordé ce sujet-là. Bon, d'accord. Abordons un autre sujet à ta folie. Le président de l'association Veille économique, l'ami de Félix Salom de sa vie, Communauté Thomas, a dit la dernière fois, après le Conseil des ministres tenu la semaine dernière, où le Conseil des ministres a pris une décision de ne plus fusionner UTB-BTCI, où il y a eu des détournements massifs à la BTCI, mais plutôt de vendre carrément et de les privatiser. Alors, comme on était dit, c'est beau de privatiser des banques. Aujourd'hui, l'État togolais n'a plus de banques publiques si on officialise la privatisation de ces deux banques, puisque la BTD est devenue Ora Bank, oui. privatisée. BTCI, public, deviendra privatisé et autres. UTB aussi. UTB. Il dit, si on privatise toutes les banques togolaises, on aura des problèmes. L'État togolais lui-même aura des problèmes à assurer, par exemple, le financement de ces projets, l'agriculture principalement. Parce qu'il, Communauté estime que pour financer les paysans, le taux ne doit pas dépasser 5%. Or, quand c'est une banque privée qui cherche à faire de l'argent, ne va pas vouloir faire en bas de 5% un taux pour véritablement récolter des bénéfices. Il faut absolument aller au-delà. Voilà, le Togo même se met la corde au cou. Merci Tony. Vous savez, primo, on veut privatiser les institutions financières, les banques togolaises, les publics. Bon, je me pose la question, qui sont ceux-là qui vont racheter ces banques-là? Ah oui, ce sont les propres Togolais qui s'entourent, qui sont autour du président, bien qui sont autour de la mangeoire, qui s'approprient cette banque-là. Aux étrangers? Non, pas aux étrangers. Ils ont la part majoritaire, et donc on prend un petit Français ou bien un petit Belge qui ne sait pas ce qu'il va faire chez lui, et puis on le place là-bas. Banque, ce sont les Marocains, non? On le met là-bas, et puis bon, il bouffe l'argent du Togolais encore. Lorsqu'on privatise la vie des Togolais, pensez-vous que c'est l'économie qu'on va privatiser? Je répète, lorsqu'on privatise la vie des Togolais, contractualisation des hôpitaux, à peine 6 mois, tous ces petits gens-là ont des milliers de millions, sont devenus des ventripotents. Le professeur Moustapha Midiawa de la santé a dit que c'est une réussite totale. Oui, pour lui c'est une réussite totale. Parce que lorsqu'il tombe malade, lorsqu'il est indisposé avec toute sa famille, et il prend le jet privé de l'État, il s'en va soigner ailleurs avec le chien et le chat. Et nous les Togolais, que faisons-nous? Ils sont intelligents. Merci à ta police. C'est toi qui as amené donc le sujet et c'est devenu. Nous l'avons mis partout maintenant sur les réseaux sociaux. On dit si on pouvait acheter l'intelligence dans une officine pharmaceutique, eh bien j'achèterais aux dirigeants togolais. Eh bien quelqu'un l'a éclairé la dernière fois, j'ai dit mais ça c'est une licence, un droit privé de quelqu'un. Allez, on va parler politique à présent, le recensement. Avant d'en arriver là. D'accord. Je crois que c'est. Mais maintenant on va dispatcher le temps. 2 minutes chacun. Ouais, c'est fondamental. Vous voyez, tel que le sujet est abordé, c'est quelqu'un qui nous suit à l'extérieur, s'il ne fait pas attention, il dira que peut-être qu'on s'acharne sur les gens. Alors qu'en réalité, c'est l'état même de la vie de ce pays. Qu'on le veuille ou non, c'est la réalité. Et le confrère le dit avec l'amertume, c'est parce qu'il en a ras-le-bol. Et moi je dis que peut-être il est la voix des sans-voix. Il représente plus de millions de personnes qui se retrouvent pratiquement dans la même situation. Si l'opportunité leur est donnée, et ils vont déclarer pratiquement la même chose, ou au-delà. Ça dit qu'aujourd'hui, en matière même de gouvernance d'une nation, c'est parce que vous avez touché un volet économique, peut-être qui semble technique, mais lorsqu'on mesure les b.a.-ba en matière économique, on ne peut pas privatiser une banque, de surcroît toutes les banques. Parce que privatiser les banques, mais pas toutes. Pas toutes les banques. Parce que lorsque l'État se permet, a le loisir, le privilège de privilégier et de privatiser les banques, ces banques, mais ceux qui sont les artisans, les agriculteurs, mais ceux qui ont des projets, ils auront des financements sur quelle base? Il y a les microfinances. FNFI. N'ignorons pas que cette histoire de microfinance, en réalité, ce sont les institutions de Bretton Woods, dont la Banque mondiale, le FMI, qui l'ont imposé à nos États qui n'ont pas de matière en matière économique. Et qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on demande?
le taux de progression, de régression en matière économique, quand vous comparez au niveau des banques et par rapport à ce qui se passe au niveau des microfinances, c'est la croix et la bannière. Mais c'est parce qu'il n'y a aucune communication autour. Nos mamans, nos femmes ne maîtrisent pas grand-chose. On couvre les microfinances. Midi 200 000, il va mettre 600 000 dynamiques. Mais ça, on a une activité. Nous, vous tricots, mais tu gardes quelle dynamique sans pour autant maîtriser grand-chose. C'est comme ça. C'est une perte. C'est une perte. En réalité, c'est comme ça que ça se passe. Mais lorsqu'on parle de la croissance économique dans un État, d'abord, en premier lieu, il y a les banques. Mais au niveau des banques, on voit aussi le secteur informel. Mais il y a un autre volet. Si vous permettez, je vais essayer de le toucher. Mais ça fait combien d'années on a brûlé les deux grands marchés du Togo? Aujourd'hui, l'économie togolaise est à terre. Pour la simple raison qu'on n'a plus de marché, si vous me permettez l'expression. Parce que c'est sur la base de nos mamans, sur la base de ces éléments qui sont dans des éléments du secteur informel, que se repose l'économie de la nation. Mais on peut avoir beau le poumon de l'économie ou les poumons de l'économie d'une nation. Mais lorsqu'on passe à côté ou outre ces éléments-là, moi je pense que ce sont là des faits qui en réalité ne nous permettent pas aujourd'hui de pouvoir évoluer toujours. Il y a un autre volet également qu'on ignore. Lorsqu'on parle des questions économiques en matière sur lesquelles on se fonde. Maintenant, si on se permet de privatiser les banques, je pense qu'aujourd'hui, en réalité, l'État n'a plus sa raison d'être. Et les populations ne peuvent plus s'offrir sur quel élément que ce soit. On ne compte plus sur l'État pour pouvoir accompagner l'économie. Ça ne se passe pas nulle part. Merci. Puisque tu l'as abordé, Yves Akusson, on continue avec Communauté, l'ami de Félix Alou de Savi, qui dit, lorsqu'on a tenté et on a fini par obtenir la privatisation de BTD à Orabank, il dit, avant même de privatiser une banque à quelqu'un, on mesure les actifs et les passifs, c'est-à-dire les dépenses et le solde qu'on a. Maintenant, si on veut prendre une banque et que dans cette banque-là, le solde est tel montant, c'est le BABA, c'est ce qu'on appelle en économie le patrimoine. Voilà. C'est le BABA. On évalue le patrimoine. Et que ce patrimoine, il y a déjà les salaires, les immeubles, les matériels de bureau, tout ça là, on évalue tout. Maintenant, ce communauté dit qu'il paraît que ceux qui ont pillé la BTD, lorsque l'État a voulu tout simplement fermer les yeux, semble-t-il que l'État n'a pas pris de l'argent pour cette vente-là. Il dit, au lieu que je vous prenne de l'argent, on fait le gymnastique, quoi, la compensation. Donc, prenez la banque comme ça. Et c'est un peu comme Yves Akusson, qui est le propriétaire d'une grande boutique X à Degbenou, qui vendait très bien. Un jour, il va dire, je suis un peu fatigué, je mets ma femme dans la boutique. Et votre femme vous conduit droit à la faillite parce qu'elle s'achète trop le pagne et les chichis. Tu as dit, si c'est comme ça, je vends ma boutique à Y dans le quartier à moi. Ou à Félix de Savi. Oh, oui. Donc, Félix de Savi vient, il achète ta boutique. Il a dit, bon, ta boutique, tu avais démarré avec combien? Tu as dit 10 millions. Ben, il te dit, mais tout ce que j'ai dans cette chambre et dans cette boutique, si on évalue, ça fait 1 million. Ben, tu es obligé de vendre à 1 million. Tu as perdu. C'est sûr à quoi on assiste. Maintenant, quand tu veux acheter, par exemple, un morceau de savon, un pain de savon, tu le vendais à 100 francs. Au moment où Yves Akusson et Félix de Savi prenaient la boutique, eh bien, le marché international a un peu vacillé. Ce n'est plus, le pain de savon n'est plus à 100 francs, mais à 150. Et Félix de Savi reste dans sa boutique et te vend le pain que toi-même tu vendais à 100 francs aux gens, toi-même tu vas l'acheter à 150. Maintenant tu demandes que on t'ouvre un cahier pour acheter à crédit. Ouais. Ben, Félix vous avez dit, mais si c'est ce que tu as fait, tu as perdu ta boutique, moi je ne le fais pas. Donc toi, l'État, toi le propriétaire, tu n'as plus d'issue. Vous saviez, les Ivoiriens disent, c'est une histoire d'Ovidebo. Tout ce que tu as dit là, c'est bien, tu es en train d'expliquer des choses, mais c'est comme ça le Togo. C'est des choses qui ne tiennent pas debout que nous essayons de soutenir. C'est-à-dire que quoi, les BABA, vous l'avez déjà dit, les patrimoines et tout là, c'est des choses qui sont très claires, mais au Togo, il y a des choses qui ne tiennent pas debout, je le répète. Pourquoi vendre? L'État dit que c'est le FMI et la Banque mondiale qui ont suggéré. S'ils ont obligé ces personnes à vendre, allez-y voir sur les comptes là-bas qui prennent de l'argent et
qui les cautionne aussi. On peut dire que c'est l'État qui les cautionne et c'est des amis qui prêtent de l'argent là-bas. C'est pas moi, Iba Kwesson. C'est pas toi, Félix et autres. Mais nous subissons cela parce que ce qui se passe au Togo est tellement obscur. Il y a la gestion opaque. Combien d'argent on a injecté dans la BTD? Combien de personnes ont prêté cela? Qui sont les directeurs qui ont géré la BTD avant que ça ne devienne Orabank? Mais est-ce qu'ils ont fait l'audit avant de vendre cela? C'est des choses à demander à tout un chacun avant de parler de la liquidité et autres là. Mais nous sommes là, on se lève un matin, on vous dit, monsieur, bon, on vend ça et on ne connaît pas le prix, on ne connaît pas les actifs, on ne connaît rien et puis nous subissons des choses comme cela. Donc, Tony, je vous assure que moi, je ne suis pas un économiste, mais je sais que tout ce qui se passe au Togo, prêtez-moi le mot, ce ne sont que de foutaises. Merci, Félix et Iba Kwesson, Félix de Savi, peut-être Justin Anani, Ata Folie autour du plateau. Si tu permets, vous permettez peut-être qu'on conclue ce dossier. C'est 30 secondes. Nous avons un lourd dossier politique à 30 secondes au Massi. 30 secondes au Massi. D'accord, on reste dans le social, c'est ça? Oui, c'est pour dire tout simplement que... Et... Enfin, autant de feu il y a des mains, il y a un contrôle qui se faisait. Il y a une commission anticorruption qui était installée et présidée par Assiong Folevi en son temps. On connaît ce que ça a donné. Et depuis 2005 jusqu'au jour d'aujourd'hui, il faudrait qu'on puisse quand même relever qu'il y a une bourgeoisie qui est en marche. On parle du caractère de milliardaire. Ah oui, des milliardaires aujourd'hui. Je sais pas, si vous permettez, peut-être on va revenir sur ce dossier-là la semaine prochaine. Parce que nous investiguons au niveau de notre rédaction et on a eu à toucher certaines réalités du doigt. Bien sûr que les réseaux sociaux en parlent, mais nous arrivons à toucher certaines réalités. Je me rappelle en 2003, en 2004, on a publié des informations dans le journal Nouvel Écho de M. Alpha Doumbia, personne aujourd'hui, et dont le directeur était Aïe Julien. On a publié des informations, mais aujourd'hui, avec les nouvelles donnes, on continue par fouiller. Et je pense que le mercredi prochain, on va réussir sur ce dossier-là. C'est pour relever tout simplement qu'aujourd'hui, il y a une bourgeoisie qui est mise en marche pour la simple raison que les gens sont partis de zéro pour devenir aujourd'hui des milliardaires. Maintenant, comment est-ce qu'on peut expliquer ça dans une république normale? À travers la politique. Tout à fait. Ce n'est pas leur... Non, ils ne sont pas des industriels. Ils ne sont pas des hommes d'affaires comme les Sébastien Adjavon qu'on connaît au Bénin. Mais c'est des gens qui sont sortis du néant, de nulle part. Aujourd'hui, ils sont des milliardaires. Et je donne un exemple pratiquement pour ce qui se passe, ce qui concerne la route de Lomé et Vaughan en foin. Des gens qui se sont permis, qui ont eu le loisir de dilapider les fonds. Peut-être qu'on va revenir sur ce dossier-là. Vraiment, c'est important aussi. Merci. Oui, côté, je reviens un peu sur un fait. Le marché de l'Arbonou, qui a été réhabilité et reconstruit, le président avait eu la chair de poule lorsqu'il y était pour l'inauguration. Mais si vous fouillez bien, ceux qui ont travaillé là-bas, partant de l'entrepreneur jusqu'au petit maçon, il y a des gens qui ne savent pas tenir une truelle. Il y a des gens qui ne sont jamais allés à l'école, qui n'ont jamais mis pied dans une école d'architecture, mais on leur a donné le marché. Par quel moyen? Par quel moyen? Et au même moment, lorsque ces personnes-là, qui se disent des entrepreneurs, qui supervisent les travaux, automatiquement, jusqu'à ce que ce chantier, le marché ne finisse, ils ont construit de 4, 5, 6, 10 villas qu'ils ont même louées. Ça veut dire quoi? Aller chercher. Et qui sont ces personnes-là? Des gens qui n'ont même pas le BPC. La corruption. Oui, la corruption. Merci Ata Folie pour ces révélations. Nous allons poursuivre le cercle des journalistes, si vous le permettez maintenant. La politique, chacun 2 minutes. Et on va être structuré. Alors, on a démarré le recensement électoral dans la zone 2. Selon nos confrères sur place à Sokolé, ils nous disent que ce matin, le recensement a démarré timidement dans cette localité ou dans cette région du Nord Togo et que même à Sokolé, on a l'impression que les gens ne savent pas que c'est un recensement
recensement électoral qui démarre. Ça s'entend si bien parce que les premiers jours, les gens ne se bousculent pas aux portes des CLC. Le confrère nous dit que le recensement a effectivement démarré dans tous les CLC, à Sokodé principalement, et il a noté un retard dans l'ouverture de certains bureaux dans la commune où ils ont effectué donc des tournées de CLC à CLC. Et principalement, il dit que pour ce premier jour, l'affluence n'y est pas du tout. Au CEG Pangalam, avec la complicité du directeur d'établissement, le président des parents d'élèves sont passés tous deux pour insister à ce que les élèves qui ont atteint l'âge de 18 ans sortent se faire enrôler obligatoirement. Voilà, donc pour les premières informations qui nous parviennent de Sokodé. À ta folie? Oui, juste une question. Je ne réponds pas. Les âmes perdues à Sokodé ont été retrouvées avant qu'on ne lance le recensement là? Et non. Merci. Non, pas encore. Enfin, le gouvernement ne nous a pas encore dit qu'il a retrouvé ses armes. Le recensement s'effectue normalement pour l'instant à Sokodé. Pas de grabuge. S'il y a grabuge, il le dira. Fil de Sabi. Voilà ce qui a commencé à Sokodé. C'est probable que dans tout le Nord Togo, puisque dans la zone 1, ici chez nous, à Gbadjomé, nous avons assisté à ce même spectacle à la télévision nationale. Nous avons vu des élèves s'aligner, la TVT a pris des images et les élèves allaient se faire enrôler les uns après les autres. Et moi, je crois que je ne sais pas si c'est un acte pédagogique ou académique de sortir les élèves et Manu Militari pour les faire enregistrer de force. Voilà. Je crois que nous avons quand même au Togo un début de démocratie. Et si l'acte de vote est un acte civique, mais celui qui veut s'enregistrer, c'est la démocratie. D'autant plus que il y a deux voix. Il y a des voix qui disent n'y allez pas. C'est une source de fraude préparée. L'autre voix au pouvoir qui dit allez-y. Mais l'élève qui a 18 ans est un enfant majeur. Il est majeur. Il faut savoir que si tous ceux qu'on a sortis ont même 18 ans. Et ça, c'est un premier pas. Secondo, celui qui est le directeur qui fait sortir les élèves pour les aligner à se faire enrôler, il est condamnable. Voilà, c'est pas son job du tout. Il peut sensibiliser à ce que les enfants puissent se faire enregistrer, mais il ne va pas les sortir en kaki, les aligner pour les faire enregistrer. Secondo, je me suis dit, mais à travers tout ce qui a été fait, dit à propos de la zone 1 et non de la zone 1, là aussi il faut qu'on corrige. Nous sommes d'abord éducateurs. J'entends dire sur les médias, les gens répéter zone 1, zone 1, zone 1. Il n'y a pas zone 1 en français. C'est zone 1 et zone 2. Dès que c'est une numération, c'est le numéro est sous-entendu. Zone numéro 1, zone numéro 2. Ligue 1, Ligue 2. Page 1 et non page 1. Mais on dit une page. Là, c'est juste pour nous corriger. Bien. Ce qui s'est passé dans la zone 1, on s'est dit, et on a l'impression que la caravane, le chien en bois caravane passe. Mais les 2 minutes sont épuisées. Encore 30 secondes. Bon, alors je n'ai pas imaginé que le pouvoir va continuer dans le même élan dans la zone 2, mais apparemment, il y est, advienne que pourra, selon lui. Moi, en tout cas, je ne suis pas pour, parce que c'est, suivant ce que eux-mêmes avaient fait avant, c'est, disons, une machine à fraude qui est en train de se mettre en branle. Je ne suis pas d'accord avec ça. La C14 n'est pas non plus d'accord, il y a le boycott, mais ce qui est encore gênant dans ce qui se passe, c'est qu'à la veille du recensement électoral dans la zone 2, il y a eu violence. Et M. Passou Essowe, qui est le responsable ANC préfecture de la COSA, et en même temps, point focal C14 dans la zone, a été sauvagement molesté. Et
ce n'était pas joli à voir son image. Est-ce que c'est lié? On peut estimer, on peut supposer, ici ce sont des suppositions, est-ce qu'on peut supposer que c'est lié à ce recensement ou bien c'est peut-être un phénomène isolé? Molesté par qui? Bon, personne ne sait. Je crois qu'on ne peut pas ce ne sont pas des actes isolés, ça a été fait sciemment, parce que nous aussi on avait appelé certaines personnes là-bas. Cela veut dire qu'il y a deux courants actuellement au Togo. Il y a d'autres qui veulent qu'il y a recensement, il y a d'autres qui ne veulent pas qu'il y ait recensement. La C14 ne veut pas, il boycotte toujours. Voilà, dans ces C14, il y a l'ANC. Donc c'est un militant qui est en train de suivre le mot d'ordre de son parti. Enfin, de la C14 en général. Voilà, ouais, qui a été molesté. Il est en droit, hein? Il est dans ses droits, oui. C'est la démocratie. Oui. Il y a d'autres qui s'inscrivent, ils sont dans le droit d'aller s'inscrire, et il y a d'autres qui ne veulent pas le faire. Mais le courant est là, tout le monde peut aller de son côté. Mais ce qui se passe, je me demande, est-ce que Kara est réservé pour certaines personnes et que Anéro, par exemple, ou bien Vaughan est réservé pour d'autres personnes? Si il y a des choses qui se passent comme cela, ça ne rassure pas que la démocratie, l'état de droit que nous voulons construire est droit de cité dans notre pays. Parce que il y a dans la zone numéro 1, ça s'est passé ici, il n'y avait pas eu de violence. Bien sûr qu'il y a d'autres personnes qui ne veulent pas aller se faire inscrire, mais par certains archives ou bien la pédagogie de ceux-là qui veulent, mais les gens sont partis. Ils ont fait peur aux gens même. Que si vous avez prêté au niveau de la FNFI, mais personne n'a rien dit ici parce que nous savons que la démocratie est ainsi. Tout le monde peut aller là où il veut. Selon son idéologie. Mais ce qui se passe au niveau de Kara, ça se passe. C'est les bastonnades des militants du PNP. Il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau de Kara avec beaucoup d'impunité. C'est comme s'ils sont en train de sponsoriser la violence au niveau de Kara. Et c'est aberrant. Nous sommes ici, nous sommes la voix des sans-voix. S'il y a des choses qui se passent ainsi, on déplore la situation. Et pourquoi l'État mais s'il y a quelqu'un qui a été battu, il faudrait chercher ou demander à la personne. L'État est donc garant agressé, de la sécurité. Voilà, vous étiez agressé. Est-ce que vous avez vu vos agresseurs? Ça ne s'est jamais demandé dans ce pays, surtout à Kara. Mais nous avons nos soeurs qui sont à Kara, nous avons nos frères, c'est des frères togolais. Pourquoi à Vaughan on ne fait pas ça? Pourquoi à Anéro on ne fait pas ça? Et c'est là toujours que les choses se passent et personne n'est jamais puni, c'est grave. Alors, à ta folie, tu n'aimes pas trop le sujet politique, certes, mais on va aborder le sujet parce qu'il y a violence. On sait que la dernière fois à Dapan, il y a un monsieur qui est sorti, c'est un dessinateur qui a donc confectionné des t-shirts PNP. Il a été convoqué à la gendarmerie. Avant-hier, à Badou, il y a le responsable PNP de Badou qui a été convoqué, Manu Militari. Et mieux, c'est le responsable à UNIR de Badou qui est allé lui tendre la convocation du CB. Voilà. Donc, à Kara, c'est le responsable ANC qui a été donc sauvagement molesté. Et à la veille, justement, de recensement, on a l'impression qu'il y a une intimidation, une violence sur les militants de l'opposition dans cette zone. Et on a l'impression que c'est une omerta qu'on met sur la ville de Kara principalement, où c'est carrément infranchissable pour l'opposition togolaise. Alors qu'en réalité, quand vous allez à l'intérieur de Kara, les langues se délient. Merci Tony. Vous savez, aujourd'hui, ce qui se passe au Togo, le régime en place aujourd'hui creuse sa propre tombe avec ses propres dents. Ce que les militants du parti, certains militants, pas tous les militants, ce que certains militants du parti font fait que à cette allure, lorsqu'il y aura un changement, je l'avais dit ici une fois que les uns et les autres ne craignent que la chasse aux sorcières, ne craignent que les règlements de compte. C'est pourquoi depuis près de 15 ans, ou depuis près de 15 ans, rien ne bouge parce qu'ils ont fait trop de mal. Ils ont causé beaucoup trop de tort aux gens à telle enseigne qu'ils se disent nous préférons mourir que de laisser la main à une autre tranche des Togolais gérer les affaires de la société.
Oui, mais c'est dommage. Si le président de la République, je me rappelle bien que c'était à Tapamé, il disait plus jamais le sang sur la tête de nos aïeux. Apprenez de telles histoires et rien n'a été dit au niveau du gouvernement. Et ce qui est encore pire, c'est un préfet militaire qui dirige la préfecture de la Kosa, Monsieur Bakali. Soukori Tchaouja aussi. Oui, je crois que c'est le préfet Montpion. Oui. Oui, mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Colonel Diatou et sachons très bien que tout ce que nous faisons en bien comme en mal va nous retourner. Et ici, prophétie du Golfe aussi, c'est un colonel. Oui. Et à cette allure, je me dis, ce n'est pas normal. Si nous continuons toujours par le faire, je me résume, toute dictature comporte en son sein les germes de sa propre destruction. Merci à ta folie. Alors, est-ce que tu as eu des nouvelles, Justin, de M. Passou Essaoué qui a été molesté? Il y a son parti, la LC, qui a condamné avec beaucoup de rigueur cette attitude. Cette information, tout le monde l'a vu. On l'a vu également au niveau de notre rédaction. On a cherché à en savoir plus. Et les informations qui nous parviennent nous rassurent par l'opinion ou les Togolais à ce qui est d'abord la campagne électorale d'abord dans un premier temps et que par après parler d'élections législatives. Parce que lorsqu'on parle des élections, il faut d'abord mener la campagne. Maintenant, si on donne l'impression que certaines zones sont des zones interdites et que par conséquent on ne peut pas mener la campagne et qu'on peut se permettre à loisir d'agresser les militants de l'opposition, je pense que là, il y a problème. Et ça fait partie des éléments sur lesquels la facilitation de la CEDEAO a souffert entre-temps, en demandant ce qui est à libre cours, la libre circulation des Togolais dans pratiquement toutes les zones. Malheureusement, c'est le contraire qu'on observe aujourd'hui. Maintenant, par rapport à... Il y a la C14 qui continue de boycotter ce recensement dans la zone 2. Et ensuite, elle se mobilise pour une diplomatie. Elle a rencontré hier. Si vous permettez, peut-être avant d'en arriver là, si la technique est prête, nous allons écouter M. Jean-Pierre Fabre au cours de la conférence de presse de la C14 sur le sujet. On va l'écouter. La fraude électorale consiste à falsifier ces procès d'impôt pour les fiscs de l'État. La fraude électorale, elle se fait à la liste électorale, elle se fait au découpage. On nous a donné les résultats des législatives de 2007 et de 2013. Ceux qui ont suivi, l'opposition 2007, les voix qui se sont portées sur l'opposition s'élèvent à 1 200 000 et les voix qui se sont portées sur le RPT 900 000. Avec 1 200 000 voix, l'opposition a eu 31 députés. Avec 900 000 voix, le RPT a eu 50 députés. Ça, c'est ce qu'on appelle la fraude au découpage. Donc ceux qui pensent que le découpage ne sera pas repris, il vaut mieux qu'ils insistent pour que les députés soient nommés. Comme ça, il n'y a pas d'élection. Vous allez accomplir. Il vaut mieux même ne pas aller accomplir la formalité, parce que ce qu'on vous demande, c'est des élections formalités. Vous accompagnez un processus réglé d'avance. Donc c'est ça que nous ne voulons plus. Et lorsque nous avons relevé cette particularité-là, on nous a dit, on va reprendre, mais avec un système population et superficie. Superficie, hein. Vous avez bien entendu superficie. Comme si les superficies sont représentées à l'Assemblée nationale. Population 75% et superficie 25%. Même ça, le système que le régime en place a prétendu avoir appliqué. Même ça va être donné à Lomé et Goff. Lomé plus Goff,
fumage. Quand ils donnent des choses comme ça, personne ne vérifie ce qu'ils font. Et lorsque vous allez vérifier, vous verrez que c'est de l'enfumage total. C'est zéro. Les chiffres ne sont pas ce qu'ils devraient être. Lorsqu'on applique ce truc farfelu, fantaisiste, ça donne 18 députés. Alors, et quand vous voyez comme 18 au lieu de 10 actuellement, ça a été quelque chose qui a trompé un peu les gens. Lomé avait 5. Ils ont ajouté les 2 du Golfe, j'avais 7. Et ils ont ajouté 3. Donc Lomé est passé. De Lomé et Golfe sont passés de 7 à 10. Et bon, les gens disent, mais ça c'est pas mal. Mais ce n'est pas l'augmentation du chiffre qui est quelque chose. C'est le coefficient de représentativité. Combien de personnes élisent un député dans le Golfe et combien de personnes élisent un député ailleurs? Et là, vous vous rendez compte que ça n'est pas normal. S'il vous plaît, penchez-vous sur la lecture des documents que nous avons remplis. Quand vous voyez les chiffres, ne trouvez pas ça rébarbatif. Vous pouvez comprendre, c'est fait pour être compris. Si vous prenez ces chiffres, vous voyez que Lomé a une particularité. Lomé, comme primé par le pouvoir, ce n'est pas nous qui le disons, c'est les rapports d'émission d'observation électorale de l'Union européenne. Lomé, comme ils ont dit, le Sud a un problème dans la répartition des sièges, particulièrement Lomé et son hinterland. Lomé et son hinterland, c'est le Golfe. L'hinterland, c'est le Golfe. Et vous verrez que vous avez Lomé et Golfe représentent plus de 25% de la population et ne disposent que de 11% des sièges à l'Assemblée nationale. Lomé et Golfe, 25-27% de la population et 11% des sièges à l'Assemblée nationale. Vous prenez la région de la Cara. Ce ne sont que des chiffres, c'est scientifique. La région de la Cara, 12% de la population, 19% des sièges à l'Assemblée nationale. Alors, la région de la Savane, 13% de la population, 13% des sièges à l'Assemblée nationale. Ça veut dire que c'est faisable. Non. 13,2% de la population, 13,4% des sièges. C'est égal, c'est harmonieux, c'est équitable. Ça veut dire que l'équité peut être appliquée partout. Partout. Donc il ne faut pas qu'on dise l'histoire de notre pays nous amène à l'histoire. L'histoire recommande qu'on pratique la bataille. Ça veut dire ailleurs, un homme 0,5% de voix, ailleurs un homme 10 voix et un homme 1 voix. Non. L'histoire ne recommande pas de pratiquer la bataille. Il n'y a pas de discrimination positive en démocratie. Si vous voulez faire une démocratie, vous ne pouvez pas dire, ah, l'homme là, il a été primé, on doit lui donner 3 mois. On ne sait pas qui l'a primé, hein, mais c'est comme ça le raisonnement. Vous suivez mon raisonnement. Donc, ne nous abusons pas lorsque nous nous lançons en démocratie. La démocratie a gagné. Vous voyez que les chiffres sont très parlants. On dit, vous prenez les élections de 2013. Les voix qui se sont portées sur le RPT Lumière, c'est 840.
qui se sont portés sur l'opposition. 1,13 million voix. 1,13 million voix. Parce qu'il y a l'opposition, il y a ceux qui ont pu avoir des députés, ceux qui n'ont pas pu avoir des députés. Ça donne 1,13 million voix. 29. C'est pour ça qu'on dit il faut redécouper. Voilà le problème. Il y a des gens qui disent ils veulent faire de la démocratie, c'est un homme, une voix. Pourquoi pour les législatives, un homme, une voix ne peut être possible alors qu'on prétend pour la présidentielle qu'on utilise un homme, une voix? C'est parce qu'on a un système ici. On prend le pouvoir à l'Assemblée nationale par un faux découpage, un faux recensement, un faux découpage, et on a le pouvoir et on fait des règles pour gagner la présidentielle. C'est ça le système. On prend le pouvoir, on est majoritaire à l'Assemblée, et on fait n'importe quoi, on vote des lois selon lesquelles on peut être de l'opposition et être dans le gouvernement. Donc c'est contre ça que nous devons battre. Ne négligeons pas ces choses. La faute électorale, elle n'est pas seulement dans la falsification des résultats. La faute commence par le recensement. La faute passe par le découpage. La faute est partout. Si on prend un député de l'opposition à l'Assemblée nationale qui est élu par 28 voix, on prend un député. Faire des divisions, c'est ça. On prend les mêmes députés de UNIL qui sont élus par 14 000 voix. Ça veut dire une personne de finir à le double de la valeur d'une personne de l'opposition. Voilà, donc nous avons écouté le président de l'ANC, le chef de file de l'opposition, Jean-Pierre Fabre, démontrer un peu l'importance du redécoupage électoral au Togo. Voilà, c'est l'objectif même du mot d'ordre de boycott lancé par la C14. Et d'abord, par rapport au recensement dans la zone 2, nous avons eu des informations, comme vous venez de le dire, qui confirment bien et bien qu'aujourd'hui, les gens ont été intimidés. Vous n'êtes pas sans savoir que le parti de Tiki Achadam, PNP, a lancé une journée, donc zone 2 morte aujourd'hui, et demandant aux populations de rester chez elles. C'est pour ça que notre confrère nous disait qu'on a l'impression qu'il n'y a pas recensement. Les gens respectés. Je vais vous dire, je vais vous donner une information. Depuis le lundi, ce qui ne s'est pas passé dans la zone 2, dans la zone 1, les militants se sont mobilisés dans la zone 2 et ils ont fait des porte-à-porte pour aller sensibiliser les gens pour boycotter le recensement lancé par le pouvoir de façon unilatérale. Ce qu'on n'a pas observé dans la zone... Ça veut dire que dans la zone 1, nous ne sommes pas sérieux. Je dirais ça. Je partage, j'ai discuté avec un acteur politique la fois dernière, je lui dis, mais si vous n'êtes pas capable, peut-être qu'à Nero ici, on a un responsable ou des responsables des partis politiques de l'opposition de la C14. De surcroît, un député de la région. Et chez moi, à Klakou également, il y a un député de la région. Il y a également des députés partout. Si vous n'êtes pas en mesure de surfer sur les points focaux pour organiser ce qu'on peut appeler de missions de porte-à-porte, pour aller expliquer le bon fondé aux populations de comprendre le sens du boycott, et que les gens n'ont pas compris parce qu'il suffit tout simplement qu'on reçoive des gens sur les antennes. On dit voilà la carte d'électeur peut vous servir de traverser les frontières. La carte d'électeur peut vous servir de carte d'identité. Vous allez opérer des opérations bancaires ou financières avec, ainsi de suite. Je pense que dans ce cafouillage, dans ce méli-mélo, les populations n'ont pas pu comprendre le sens réel de ce qu'on appelle par le boycott du recensement. C'est l'influence qu'on a vue, que c'est ce qu'on a constaté. Même les proviseurs, les censeurs, les directeurs d'école se sont mis dans la danse pour obliger. Alors que le fait de refuser d'aller se faire enrouler ou d'aller voter n'est pas un crime au Togo, à mon sens. Ni dans le code pénal, ni dans le code civil,
Et lorsque vous boycottez une opération électorale, on ne va pas vous convoquer pour ça, on ne va pas vous emprisonner pour ça. Mais c'est parce que la campagne a marqué ici. Mais par contre, depuis lundi, les informations que nous avons eues, depuis lundi, mais les gens se sont mobilisés. Et surtout les thèmes, le frère Kotokoli sont mobilisés, que ce soit à Tchamba, que ce soit à Bassa, que ce soit à Sokodé, que ce soit à Bafilo, que ce soit à Mango, même à Kara, où il y a eu l'agression. Vous parlez de, je ne sais pas l'expression que vous utilisez, mais c'était une agression. Aujourd'hui, on nous informe que la personne entre la vie et la mort. Mais dans quel pays nous sommes? Il y a le pouvoir qui vocifère. Comme quoi tout se passe très bien. Mais le pouvoir doit quand même rester dans sa ligne. Et ce pouvoir, malheureusement, qui est soutenu aujourd'hui par l'UFC, qui se réclame encore de l'opposition, le paradoxe. Donc, c'est pour dire tout simplement que ce qui se passe aujourd'hui dans la partie septentrionale, ou dans la zone 2, démontre à suffisance que non seulement les gens ont respecté le mot d'ordre du PNP en boycottant pour cette journée l'opération de recensement, mais au même moment, les directeurs d'école ou des établissements scolaires ont fait pression. C'est ce qui a motivé même les bonnes dames de sortir de leur gond. Et on a constaté, il y a eu des informations pas bien, il y a des images ici, malheureusement nous ne sommes pas à la télé pour montrer les images. Voilà, donc c'est pour en dire tout cas, vous savez tout ce que moi je suis 50% sud, 50% du nord, oui. Et mes oncles du nord nous disent généralement quand nous causons, et Dieu merci que Atafoli a fait l'université de Kara, ils nous disent souvent que oui, comme tu l'as dit. Eux, ils sont allés sensibiliser les leurs, ils sont restés tranquilles. Les gens sont partis dans les maisons des porte à porte. C'est nous, les gens du Sud, qui ne voulons pas de l'alternance. Tout à fait. Je ne sais pas si tu as déjà entendu. Ah oui, on a vu ça, on a vu vent de cette information. Non, mais ça, merci Tony, vous savez. Mais peut-être qu'avant que l'Ata ne chute à la fin, parce que je vais chuter. Depuis toujours, le pouvoir fait croire que ce sont les Aouna, les gars du Sud, qui veulent prendre du pouvoir de ceux qui sont du Nord. Mais aujourd'hui, la tendance a changé. Ceux qui sont du Nord aujourd'hui ont compris le sens même de la tendance politique par rapport à nos frères qui sont du Sud. Maintenant, l'opération de boycott lancée par la C14, soutenue par le PNP, parti de Tikpi à Tchadam, avec les réseaux sociaux, l'information qu'on a circulé un peu partout, puisque les thèmes sont un peu partout, au Nord, que ce soit à Agné, que ce soit à Takamé, ils sont partout. Ils sont partout. Les thèmes ont tellement mobilisé les leurs, et même les populations, à travers les opérations de sensibilisation de porte à porte. Et aujourd'hui, pour cette journée, les gens n'ont pas répondu. Maintenant, on attend de voir ce que ça va donner par rapport aux autres jours. Et puis, on va comparer. Alors, aujourd'hui, tu as abordé le sujet. On va réaborder le sujet par rapport à la brouille qui existe aujourd'hui entre UNIR et UFC. Mais habituellement, les gens du Nord, ils nous taxent de traîtres au Sud. Et ils disent que c'est vous qui ne voulez pas de l'alternance. Tony, vous savez, je me rappelle encore une parole du feu Yadima, qui s'était énervé un beau matin. Il disait à un certain groupe de collaborateurs venus du Sud que vous êtes des traîtres, surtout vous les gens d'Aného. Ça dit beaucoup de choses. Si nous sommes après 25 ans à la traîne, nous sommes le meilleur élève de la sous-région. Lorsque nous entamons quelque chose, la réforme éducative que pratiquement les pays de la sous-région, soit les pays francophones ont abordé, la réforme éducative de 1975 est le fruit du Togo. Les pays l'ont adopté, se sont appropriés de cette réforme-là, et ils sont très loin aujourd'hui. Nous sommes toujours à la traîne. Nous sommes les meilleurs. En intelligence, nous avons de très bonnes idées. Donc il n'y a plus de pharmacie d'intelligence à créer. Actuellement, il doit en avoir. Parce que ça montre à suffisance que nous marchons sur la tête, comme le disait Yves entre-temps, que nous marchons sur la tête. Aujourd'hui, si nous sommes arrivés, après 25 ans, à rester toujours dans la boue, à être encore le pire élève de la sous-région, c'est parce que en grande partie, ça émane de nos frères du Sud. Ah oui, ça émane de nos frères du Sud. Et maintenant, l'autre problème. Le redécoupage. Le redécoupage. Je me rappelle en 2007 ou en 2012, je crois, le président Bassabi Kabara, je me rappelle plus son parti. En tout cas, il est originaire de la Bina. De la Bina, de Pessaré, je crois, de Pagoda. Et je me rappelle, en tout cas, il est originaire de la Bina. Je crois que c'était PDP. Non? Il est Sola quand même. PDP, donc, il a pesté tout au long. Sur les médias, il nous disait que revoyons le découpage avant d'aller aux élections. Les gens, ils y étaient.
2007, ils sont allés aux élections avec ce faux découpage là. En 2012, qu'est-ce qu'ils ont pu faire? En 2013, ils sont allés encore aux élections. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils veulent? Il y a des gens qui veulent vraiment faire de la politique un fonds de commerce sur le dos de l'État togolais. Je dis bien, pour que nous puissions souffler un peu dans ce pays, il faut aussi bien balayer tous ceux qui sont de l'opposition actuelle et balayer tous ceux qui sont du pouvoir pour nous donner un ballon d'oxygène à vivre mieux autour. Merci. Alors, Yves, question de travailler dans ce secteur de la CELI, tout et tout, avec le PDR. Est-ce que, composé majoritairement des thèmes, est-ce que tu as déjà aussi entendu cette phrase? C'est vous, les gens du Sud, qui ne voulez pas de l'alternance au Togo. Vous vous accoquinez, il y a des mois, vous bouffez tout, et vous ne voulez pas que les choses changent. Vous êtes dans votre confort. Non, mais on a entendu cela maintes fois, mais des fois je me sens faux à ce qu'ils disent parce qu'ils n'ont jamais fait confiance aux gens du Sud, ceux qui sont au pouvoir. J'ai vu des personnes qui sont tellement intelligents, s'il faut le dire, qui sont bardés de diplômes, qui peuvent être des premiers ministres, qui peuvent être des directeurs de société, là où il y a beaucoup de jus, mais le pouvoir en place n'a jamais donné ces places aux gens du Sud. Peut-être ils sont très zélés en faisant des choses, en croyant que le pouvoir en place peut leur faire confiance, mais ce n'est pas le cas. Yves, aujourd'hui, pour octroyer des marchés publics dans notre pays, c'est dirigé par un homme du Sud, un fils des lacs. Vous saviez, et lorsque vous savez de qui je parle. Voilà, lorsque vous avez la main libre pour travailler dans un pays démocratique, il y a des choses qui se disent. Mais lorsque vous êtes là-bas, on vous place là-bas, c'est comme, permettez-moi le terme, un pantin, et qu'on vous dit faites ça, c'est ce que vous devez faire. Parce que personne n'a la main libre dans ce pays pour diriger réellement et pour faire certaines choses. Mais c'est pitié si les gens disent aujourd'hui que c'est les gens du Sud qui trament des choses contre ce pays, mais on est beaucoup victimes plus que tout un chacun. On était des victimes. Et spécialement en Europe ici, on était des victimes. Et partout, je peux dire dans le Grand Sud, c'était des victimes. Mais aujourd'hui, je peux vous dire aussi que même au niveau de l'armée, on n'a jamais fait confiance à un garde du Sud pour être chef d'état-major de ce pays de l'histoire. Ameyi l'a été, non? Ameyi? Oui, il n'a jamais été. Ameyi est chef d'état-major, mais pour combien de temps? Comment est-ce que ça a terminé? C'est ça ce qu'on appelle la confiance. S'il y avait la confiance dans ce pays. Est-ce qu'il a été? Je ne me rappelle plus. Je sais qu'il a été chef corps du camp de Kara. De Kara et autres, là, ils ont le. Mais je vous assure que. Ameyi a été chef d'état-major. De FAT, oui. Mais s'il a été, en la bonne heure, mais... Général de division. Mais comment est-ce que ça a terminé? C'est ça le problème. Et je vous dis que si la politique a façonné l'intelligence des Togolais contre les Togolais, c'est pas ça la réalité. C'est pas que nous tramons des choses, ou bien ceux qui du Sud trament des choses contre la population togolaise. Non. Si aujourd'hui les thèmes, si les gens disent les thèmes, ce ne sont pas seuls les thèmes, Il y a les Sola, il y a les Tchokossi, il y a tous ceux qui sont des Togolais qui se battent pour cette nation. Peut-être il y a des élites. Il y a des élites qui sont devant, mais je vous assure, même les cabillets de Pia, de Souche et autres là, tout le monde se bat. C'est pour cela, moi, je me dis que le Togo... Monsieur Amaboko, voilà, Pia, Yemlewa est cabien, mais le parti des Togo. Voilà, et je me dis, le Togo est seul. L'ancien premier secrétaire général du PSR. Abitissa, j'étais avec lui. Donc, je veux assurer que le Togo est seul et unique et indivisible. Seuls les politiciens se disent, celui-là est thème, celui-là est du Sud et autres là. C'est des choses. Mais la réalité est que ce que nous sommes des Togolais, et que le Togo, si les gens le disent, du nord au sud et autres, alors que nous sommes dans un petit rectangle, donc nous sommes condamnés à vivre ensemble, mais dans la démocratie et dans l'équité. C'est ça ce que les gens doivent savoir. Si aujourd'hui, les gens du nord se sentent capables de nous donner la paix, ou bien de faire tout ce que les gens ont fait durant des années, les élites de la démocratie ou bien de l'opposition, dans les années et autres, c'était toujours les gens du Sud. Et puis les gens du Sud aussi l'ont dit. Ils disent qu'au moment où on luttait pour qu'il y ait toujours les gens du vous Sud, ne nous avez pas aidé. En fait, toujours les gens du Sud. Vous permettez, si nous avons ouvert cette parenthèse, chers auditeurs,
chères autorités qui nous écoutent, ce n'est pas que nous sommes en train de creuser un fossé de xénophobie ou de régionalisme. On a voulu crever tout simplement l'abcès. Parce que des informations qui circulent et qui tombent dans nos propres oreilles, il fallait quand même... Je voulais chuter en disant ceci. Lorsque les gens du Sud étaient surpris de voir que le recensement a commencé, ce que l'État togolais a décidé a réellement commencé, ils étaient surpris. C'est pour cela qu'ils ne se sont pas organisés, ils attendaient, ils faisaient confiance à la CEDEAO en ce moment. Parce que la CEDEAO a leur siège à Lomé, ils ont vu tout ce qui se passait. Mais le temps que ça se termine ici, c'est les mêmes personnes qui ont quitté Lomé pour aller faire des porte-à-porte là-bas. La stratégie se passe dans la capitale et puis ça se transforme, mais là, c'est ça la réalité. Merci. Alors, on va poursuivre l'émission Le Cercle des journalistes cet après-midi. Oui, on poursuit. Et Justin, te poser cette question. Est-ce que véritablement le torchon brûle entre UNIR et UFC? Parce qu'il y a la cellule de communication qui n'a pas de signataire et qui a circulé sur les réseaux sociaux pour dire qu'il n'y a jamais eu évacuation ou transfèrement de Gilles Christ Olympio qui aurait été victime d'une crise à Paris. Je pense que la question que vous venez d'aborder, elle est aussi intéressante dans la mesure où ça anime le débat. Oui. Parce que il y a au point où le journal Alternative a repris l'information, la vive dispute entre une délégation J'ose croire que le journal Alternative n'est pas un journal peut-être à minimiser. Aujourd'hui, sur la place publique ou dans l'échiquier des médias. C'est la semaine dernière seulement nous avons cité. Donc, parmi les meilleurs. L'Alternative aujourd'hui a une audience. Internationale. Je pense que, connaissant bien Ferdinand Haïté, avec qui on a eu à travailler des années durant et on est ensemble, Haïté ne peut pas se permettre de publier quoi que ce soit sans pour autant avoir la véracité des faits. Et l'autre élément, peut-être, avant d'aborder votre question, peut-être ça concerne les réformes sur ce que vous venez de dire. Et cette question ne date pas d'aujourd'hui. Et ça a fait l'objet des débats, même lors de la signature de l'accord politique global. Et lorsque vous lisez le document relatif à l'accord politique global, l'APG, signé le 20 août 2006, il y a un chapitre qui est réservé aux questions des réformes électorales, dont le découpage électoral. C'est parce qu'à un moment donné, le pouvoir de Lomé a roulé tout le monde dans la farine et a surfé sur un certain nombre de relations et a continué par évoluer. Aujourd'hui, le débat est clair et le débat est posé. Maintenant, par rapport à ce communiqué qui circule, mais ça repose l'autre problématique, comme je venais de le dire. Dans un parti structuré, il y a un président, vice-président, premier vice-président, deuxième vice-président. Le président, à un moment donné, a senti le besoin de sortir de son gond et a annoncé son retrait. Dans une conférence de presse qu'on nous avait annoncé, on était là, c'est devenu un point de presse, et qui dit qu'aujourd'hui, par rapport aux donnes, et a montré un certain nombre de cheminements, des voies de sortie de crise. L'accord a été signé, l'accord n'a pas été respecté, voilà, il a été déçu, tout et tout. Mais malheureusement, il conclut son point de presse en demandant au chef de l'État actuel, Faure Gnassingbé, de ne plus se présenter en 2020. Et d'écouter le cri du peuple. Et d'écouter le ras-le-bol qui est dans la rue. Et au même moment, il annonçait son retrait en politique. Maintenant, le débat autour de l'UFC, si le parti encore pose ses bases, c'est autour de son poste ou de son siège au niveau de la CENI. Mais les informations circulaient. Mais c'est l'Alternative ou le journal qui nous apprenait hier. Et moi, j'ai eu à travailler sur une radio, sœur, en 2010, X Solaire. Et moi, je savais comment cette histoire-là a été négociée. Jusqu'à ce que M. Gilles Christ Olympio aille signé. Et je dirais même en catimini. Donc l'accord avec le RPT. Le jour-là, on a dévoilé ces informations-là sur la radio X Solaire. Conséquence, tout le monde l'a eu après. La fermeture de la radio. Ça ne date pas, c'est pas anodin. Vous voyez. Donc, aujourd'hui, j'ai écouté quelqu'un qui se dit, un docteur, qui est conseiller du chef de l'État, enfin, du président Gilles Christ Olympio, qui, moi, je dis, moi, à mon sens, qui ne maîtrise même pas comment est-ce que les choses ont évolué, qui impliquait tout le monde. C'est parce qu'à un moment donné, M. Gilles Christ Olympio, en 2010, a laissé entendre qu'il a chuté. Le temps nous accule. Oui, vous permettez, parce que la question aujourd'hui, le torchon brûle entre les deux parties. Voilà, par rapport à cette question, comme je le disais tantôt, mais un parti qui est structuré, on donne une information qui est une fausse information. Je pense que l'état-major du parti se réunit. Au pire des cas, c'est le premier vice-président du parti qui signe.
pour dire que voilà ce qui se passe, ce que la presse véhicule, ce ne sont que des allégations mensongères et que nulle part ça ne se passe. Et bizarrement, mais cellule de communication, nulle part on a vu la signature de qui que ce soit sur le document. Je pense que nous sommes en face d'une situation. Quand on parle de la politique, il faut que les gens nous prennent comme des cons. Merci. Maintenant, est-ce que le torchon brûle entre Gilles Christ? Est-ce que ça brûle ou ça ne brûle pas? Voilà. Et est-ce qu'il y a eu crise? Parce que entre-temps, l'autre, Ferdinand Ité a fait une sortie pour dire qu'il y a eu véritablement dispute et que le fait que l'UFC s'entête à ne pas quitter son siège à la CENI, eh bien, unir menace pour dire, mais vous nous compliquez la tâche et la CEDEAO va nous tomber dessus. Alors, si ça continue, nous allons vous couper donc les bonnes aides que l'État vous accorde. Dans le cadre de cet accord-là. Et que Gilles Christ Olympio prenait 50 millions par trimestre. Pour son fonctionnement, son vie de tous les jours. Je développais une information tout à l'heure, peut-être que j'ai pas pu y aller au bout. Mais les sous que les gens ont pris dans cette histoire de la signature de cet accord en 2010, mais ça laisse à désirer. Peut-être que si vous permettez, invitez-moi dans une autre émission, on va en parler. Parce qu'il ne faut pas que les gens pensent que nous sommes des oiseaux et puis ça monte sur la tête, on vient raconter du n'importe quoi. Si Ferdinand Ité a pu sortir une telle information dans l'alternative, ben, il sera levé du jour au lendemain pour dire que on a eu des informations sur ce que Gilles Christ Olympio a tramé. Maintenant, si aujourd'hui, Gilles Christ Olympio constate que ce parti politique ne peut plus continuer à évoluer de la sorte. Maintenant, on fait venir des gens. Hier, c'était Tchakpe. Aujourd'hui, c'est le docteur Ekoué qui fait partie du mouvement Laga. Ce mouvement est toujours contre la coalition, l'opposition. Mais aujourd'hui, c'est lui, porte-parole de ce mouvement, qui est le conseiller de Gilles Christ Olympio, qui pose des jalons, qui fait des déclarations, qui n'arrive même pas à maîtriser le sens même de ce qui s'est passé, par le passé. Mais moi, à mon sens, je pense que ce qui se passe aujourd'hui, M. Gilles Christ Olympio, pas sa position, pas son âge, a voulu maintenant réécrire l'histoire de sa politique autrement. Maintenant, les gens qui sont... Je posais la question de savoir, mercredi dernier, si Gilles Christ n'est pas embrigadé par... Oui, il est embrigadé aujourd'hui, parce que... Mais vous êtes dans cette histoire. Ceux qui refusent de quitter le gouvernement. Comment est-ce que est née la scission? Mais il y a eu dans une formation politique les amis de Gilles Christ Olympio qu'on appelait AGO. Oui. Mais les gens n'ont pas compris. Comment est-ce qu'on peut être dans une formation politique et vous estimez que vous êtes des amis du président et que les deux sont quoi, des ennemis? Et ça a évolué jusqu'à ce qu'il y a eu scission. Aujourd'hui, on a l'ANC et il y a l'UFC. L'UFC qui paie pratiquement ses repères, Gilles Christ Olympio a compris le sens que même, il vaut mieux quand même sauver l'honneur et mourir, c'est pas royalement. Mais si le monsieur maintenant pose des actes, il estime que l'accord ne nous a pas aidé, ne nous a pas aller dans le sens qu'on voulait. Maintenant, il faut corriger les marches. Et les gens estiment que nous, on est la CENI depuis ça fait 10 ans. Et qu'on va pas céder. Et que d'autre part, il y a certains qui se disent conseillers, historiens, juristes, constitutionnalistes, qui développent des arguments de papelu, excusez-moi l'expression, qui n'arrivent même pas à mesurer le sens du bon sens de la morale en matière politique. Mais vous croyez qu'on va toujours sortir sur des éléments comme ça? Tu le sais, il n'y a pas de morale. Alors, Yves Akesson... Mais lorsque le moral quitte la politique... Merci, Justin. Là, c'est fini, on a tout perdu. Merci beaucoup. Alors, apparemment, Justin ne nous dit pas véritablement qu'il y a eu une dispute entre Fogne et sa délégation. Comme ça se dit sur la toile, hein? C'est une affaire... c'est suite à ça qu'il a fait une crise. C'est une affaire politique. Et qu'il faut gérer ça politiquement. Comme Boukossi l'a dit, si la C14 et l'UFC ne s'entendent pas pour gérer cette histoire de siège, c'est leur problème. C'est-à-dire que quoi? Aujourd'hui, c'est comme si l'UFC ne maîtrise plus ce qu'on l'a donné dans le scénario. C'est-à-dire le rôle qu'on a donné dans le scénario. Ouais. C'est-à-dire que quoi? C'est la tragique comédie. Voilà, et chacun a eu une partition à jouer, un rôle à jouer à un moment donné. Voilà, les acteurs se fouvoient. Voilà. On n'arrive pas à les retrouver. Donc, à ce moment précis, il doit repartir dans le laboratoire et il doit pour réapprendre le scénario. C'est-à-dire que quoi? Aujourd'hui, nous savons que Gilles Christ a écrit, il a démontré A plus B que l'accord qu'il avait signé, il avait fait confiance à ceux-là, aux signataires, mais il a été déçu. Tout le monde le sait. Il a dit, et c'était le mea culpa, tout le monde l'apprécie parce que c'est une réalité. Et nous sommes dans la logique aujourd'hui que le président a quitté. Lorsque le président a quitté, mais il y a deux personnes qui s'accrochent au bienfait, du pouvoir. Et c'est pour cela que le Togo est là.
S'il y a un torchon qui brûle, ils vont repartir. Ils vont éteindre. Ils vont chercher de l'eau. Il y a les sapeurs-pompiers à côté. Merci. Nous savions que ça va se faire. À ta folie, vous également, est-ce que vous êtes un peu surpris du fait que l'UFC s'accroche tant à ce siège, alors que véritablement, comme on l'avait dit mercredi dernier, l'accord a été signé en fait avec le RPT. Aujourd'hui, le RPT n'est plus, c'est unir. Mais si la C14, les autres opposants devaient se rebeller, eh bien cet accord-là serait déjà caduc depuis, juridiquement. Parce qu'en principe, unir devait re-signer notre contrat de partenariat avec l'UFC. Cette histoire, cette crise politique devient un fonds de commerce. Aussi bien à ceux qui sont au pouvoir actuellement et à certains de l'opposition. Le président Gilles-Christ Olympio avait signé cet accord-là il y a combien d'années? Et 1 an, 2 ans, 3 ans. 8 ans maintenant. Il n'a pas su gérer l'accord-là. L'accord a été signé le 26 mai 2010. Et c'est après 8 ans. Je mets l'eau dans ton vin. Et c'est après 8 ans. Monsieur Ekoé Gada qui se réveille après cette qui sont en phase d'expérimentation. Oui, après. Donc, on peut être Togolais comme des cobayes. Comment? C'est quoi ça? On peut être Togolais pour des idiots, des docteurs. C'est pour cela que un professeur de ce pays disait, je cite, les tarés aussi sortent de la Sorbonne. Tout à fait. Les tartuffes et les tarés sortent de la Sorbonne. Fin de citation, c'est la parole du professeur Apédo. Ouais. Apédo Amand. Est-ce que vous voyez ça? Docteur? Comment est-ce que vous pouvez concevoir des idioties ainsi? Je dis bien que cette crise togolaise, cette crise politique, profite et devient un fonds de commerce, comme le disait entre-temps le professeur Kwame Pacha, que cette crise-là est un fonds de commerce pour aussi bien les membres du pouvoir et ceux de l'opposition. Maintenant, il s'est fait déjà une santé financière et il est revenu à la normale. Il a tous les avantages, tout ce qui s'ensuit en sourdine, et on nous prend pour un con. La mort politique du président Gilles-Christ Olympio a été consommée du moment où il avait signé cet accord, et que ces lieutenants qui étaient sur le terrain depuis des années, qu'on bastonnait, qu'on mutilait à tout bout de champ, ont refusé cet accord-là, et il y a eu scission, on a créé l'ANC. Depuis ce jour-là, il a consommé sa mort politique. Il peut beau faire, il ne peut pas écrire l'histoire du Togo. C'est fini pour lui. Sport à C'est présent. pour cela que oui, le parti et UFC est devenu ce que j'appelle One Man Politica Party. Parce que c'est un seul monsieur maintenant qui pilote tout le parti et qui perd même les pédales et qui chavire. Attention, le jeune Jean-Claude Roma-Okofi, Arrêtez il dit que non, Gilles-Christ est en bonne santé, il n'a pas été évacué suite à mais là aujourd'hui c'est son conseil qui confirme qu'il est en bonne santé. Et que lui, il a déchiré des côtes d'agneau avec lui, avec du bon vin à Paris. Voilà, on s'en fout. Oui, mais aujourd'hui c'est le contraire. Là sont véritablement bizarres. Oui, aujourd'hui c'est le contraire. C'est le contraire. Mais c'est le soi-disant conseiller du président qui a filmé sur une antenne aujourd'hui à Lomé. Mais comme quoi, effectivement, M. Gilles-Christ Olympio n'a pas été évacué parce que le mot évacué a son sens en matière médicale. Il dit qu'il est en contrôle et il fait le bilan. Et il est à Paris, il fait le bilan. Ça voudrait dire qu'il n'est pas en bonne santé. Mais le fait que la personne c'est un papa âgé. Oui, le nom de son papa. Je dis le feu Gilles-Christ Olympio, on a donné son nom à ce président du Togo. Et son enfant quitte le pays et ça va faire le contrôle ailleurs. Oui, c'est parce qu'il a les moyens. Vous vous moquez de nous dans ce pays. Non, il a les moyens. Voilà, il y a un autre élément. Les moyens du continent togolais avec l'accord qu'il a signé avec le parti. Il y a le temps de je ne conviens pas. Il y a un autre élément qui est très important que vous n'avez pas abordé. Mais lorsqu'on estime qu'on a signé un accord politique avec le pouvoir et que de ce qu'on doit être encore de l'opposition, une aberration qui n'existe nulle part. C'est au Togo uniquement qu'on peut assister à ces gens. Il a dit que le Togo soit une démocratie à la togolaise. Le docteur Ekoé disait que c'est une nouvelle réelle politique. Non, moi je dis que je lui lance un défi. S'il veut, on va débattre de ce sujet dans une émission. Moi je lui lance un défi. Il n'a pas eu gain de cause. Ça dit que 3 ans, 4 ans, 5 ans. Aujourd'hui, tout le monde, la personne qui dit I am a second personality of the power. Je suis la seconde personnalité du pouvoir. Et Gilles-Christ Olympio l'a clamé, l'a dit partout. Mais Hillary Clinton était arrivée ici à Lomé. Mais souvenez-vous. Oui. Mais Gilles-Christ Olympio s'était présenté devant la grande dame pour dire I am a second personality of the power. Au nom de quoi? Mais ça voudrait dire que vous dirigez le pays ensemble. Maintenant, aujourd'hui, vous réclamez de l'opposition. Et au même moment, vous parlez des tests de la République. Mais de quel test parle-t-on?
Allez. Il y a des têtes de la République, on renvoie les gens au niveau de la CENI, vous n'avez pas bondi. Merci. On a renvoyé les députés de l'Assemblée, vous n'avez pas bondi. Merci. Et lorsqu'on veut que vous quittez la CENI, vous voulez qu'on parle sport enfin, parce que là, on n'a que 2 minutes là pour parler sport. Merci, le débat est passionnant. Et on va revenir là-dessus mercredi prochain. Mais le Togo se débat aujourd'hui. Hier, le Togo a gagné en Gambie 1-0, but de Floyd Haïté dans le temps ultime, dans le temps additionnel. Et aujourd'hui, l'Algérie est premier dans la poule D du Togo avec 7 points. Et puis le Bénin suit 7 points également, goal différentiel plus 0, puisque l'Algérie a plus 3, le Togo a 5 points, tandis que la Gambie a 2 points. Est-ce que le Togo peut sortir deuxième? Parce qu'on veut, et surtout que cette année, on a voulu récupérer les meilleurs deuxièmes. Et malheureusement, le Togo... Les meilleurs troisièmes. Les meilleurs deuxièmes. Les 2 premiers d'abord. Et puis les meilleurs deuxièmes après. Les meilleurs oui, le premier de chaque poule, plus le deuxième. Ah oui, c'est comme ça. Et c'est pendant qu'on a ouvert justement la possibilité à tous les pays, c'est maintenant que le Togo se complique la vie. Et il va que ça. Non, mais je crois que le Togo peut faire certains miracles, c'est permis. Mais cela ne veut pas dire que les autres pays vont rester tranquilles. Hein. Le Bénin est en train de démontrer que le football aujourd'hui, c'est l'argent. Et puis c'est l'encadrement, l'organisation en termes courts. Le Togo peut récupérer parce que nous avons des potentialités, mais avec Claude qui est en train d'expérimenter toujours comme le FCA. Est-ce que nous allons tenir des cannes? Est-ce que nous allons tenir des cannes et pousser des barbes blanches avant que l'expérience ne s'arrête? Donc c'est des choses que je me demande parce que vous saviez, il y a le côté financier du football au Togo qui est tellement opaque. Il y a l'organisation au niveau technique qui est aussi opaque parce que lorsque Claude Leroy décide quelque chose, personne ne dit rien. Il n'y a pas de suggestion à donner à cet homme qui est devenu le sorcier dangereux pour notre pays parce qu'il était un sorcier qui a donné beaucoup de choses. Terminé. Une dernière information qui vient de tomber. On a oublié de décortiquer l'information de ces bergers-là qui ont charcuté 3 éco-gardes dans la préfecture de Bamono, principalement à quelles autorités appartiennent ces bergers? Voilà. Posez-vous la question. Et puis la dernière information qui vient de tomber à l'instant même, c'est de Kara où j'ai joué un confrère par WhatsApp qui me dit que oui, le recensement électoral a bien démarré, mais avec beaucoup de difficultés. Donc dans la ville de Kara. Merci d'être passé dans cette émission Le Cercle des journalistes. Merci Justin Lani. C'est avec plaisir. Et disons que le Togo s'est relancé dans sa poule. Oui. Je pense que lorsque vous vivez dans un pays où vous n'avez pas de stade sur lequel malheureusement on n'a plus le temps. Et je pense qu'on ne peut que ça remettre. Merci beaucoup. Merci aux auditeurs. Merci. Merci à l'audimat. Nous remercions Félix de Savie qui est également passé. Remercions également Stan Chavi qui nous a envoyé ses idées. Tony Marcel m'appelle. Aimé de Savie assurait la mise en onde. Rediffusion ce soir à 22h. Et rendez-vous prêt pour mercredi prochain. Au revoir. Mixtape Messiah. Le Cercle des journalistes, votre émission d'analyse des faits politiques, économiques, sportifs et bien sûr sur le plan culturel et environnemental chez nous à Anéro, au Togo, en Afrique et dans le monde. Le Cercle des journalistes, votre émission. Mixtape Messiah.